Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant d'aborder le cours, je rappelle que nous aurons le plaisir à 11h30 d'avoir le séminaire de David Guéry-Audelin de Toulouse sur un sujet qui est assez relié à tout ce qu'on a vu cette année, puisque son thème, c'est la diabaticité. David s'intéressera aux manières de court-circuiter la diabaticité, cette même diabaticité étant ce qu'on a mis en œuvre pour obtenir des phases de Berry et des champs de jauge géométriques. Et puis, la semaine prochaine, le séminaire sera donné par Jacopo Carusoto, qui sera également en relation avec le cours. Dans ce cours, on a beaucoup étudié tous les aspects de phases géométriques et topologiques sur la matière. Et Jacopo Carusoto, lui, s'intéressera à des effets similaires, mais pour l'optique, pour les photons. Voilà. Donc, j'aborde maintenant le cours d'aujourd'hui. Et le cours d'aujourd'hui va être une transition, puisque jusqu'à maintenant, on s'est toujours intéressé au mouvement d'une particule libre dans un champ magnétique artificiel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe quand cette particule n'est pas libre, mais est en présence d'un potentiel périodique créé, par exemple, par de la lumière, quand il s'agit d'expériences d'atomes froids. À ce moment-là, on a des réseaux optiques faits à partir d'ondes stationnaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que c'est différent de ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant? Eh bien, je dirais la raison qualitative pour laquelle le problème est différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que là, on est typiquement en présence d'un problème qu'on peut qualifier de frustration en physique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec deux échelles de longueur ou deux échelles d'énergie, en compétition l'une avec l'autre. Et c'est assez simple de voir pourquoi il y a deux échelles de longueur dans le problème. Je considère une particule en mouvement dans un champ magnétique. Donc si je traite cette particule quantiquement, je sais que j'ai une longueur naturelle dans le problème qui est la longueur cyclotron, dont je vous rappelle la formule, l'expression ici, c'est racine de h bar sur q fois b. Et puis par ailleurs, le fait d'imposer un réseau périodique pour le mouvement de la particule m'introduit une autre échelle de longueur qui est petit a. Alors si ces deux échelles de longueur sont très différentes l'une de l'autre, bon, on peut se dire qu'on va traiter un phénomène perturbativement par rapport à l'autre, mais si les deux échelles de longueur deviennent comparables, alors c'est là que la frustration peut vraiment apparaître, c'est là qu'on peut s'attendre à des phénomènes radicalement nouveaux par rapport à ce qu'on a observé quand on n'avait que ce mouvement cyclotron. Alors qu'est-ce que ça signifie de dire que ces deux échelles de longueur sont comparables? Eh bien, si vous regardez le rapport A sur L, donc la maille du réseau petit a divisée par la longueur de cyclotron petit l, ou plus précisément si vous prenez ce rapport au carré, pour se débarrasser de la racine qui est ici, donc A carré sur L carré, ça vaut donc A carré au numérateur, et puis quand je prends le carré de L, ça me met le B au numérateur avec la charge Q, divisé par H bar. B fois A carré, donc le champ magnétique, fois le carré de la maille du réseau, c'est simplement le flux du champ à travers une plaquette. Je peux réintroduire une quantité que j'avais déjà introduite il y a quelques cours, qui est le quantum de flux H sur Q. Et je vois que donc cette quantité A2 sur L2, qui me caractérise donc le rapport entre ces deux longueurs du problème, eh bien, je peux l'écrire 2π grand phi sur phi 0, encore une fois, le flux à travers une plaquette divisé par le quantum de flux. Et ça, je vous rappelle que cette quantité 2π phi sur phi 0, c'est rien d'autre que la phase de Aharonov-Bohm qu'on avait trouvée quand on forçait une particule à suivre un contour fermé comme ceci dans l'espace. Eh bien, la phase qui était accumulée par la particule du fait de la présence du champ magnétique était précisément cette quantité 2π, le flux à travers le contour, divisé par le quantum de flux. Donc finalement, le degré de frustration du système, c'est-à-dire dire que les deux échelles de longueur que j'ai ici sont comparables, c'est dire que j'ai une phase de Aharonov-Bohm d'ordre 1 ou d'ordre 2π, si vous voulez. Alors, quand est-ce que cette remarque qu'il peut y avoir une frustration, quand est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que je trouve effectivement des phases de Aharonov-Bohm d'ordre 1 si je prends des matériaux standards avec des champs magnétiques standards? Et la réponse est non. Si je prends un solide ordinaire et un champ magnétique qu'on sait réaliser en laboratoire, eh bien, on trouve des phases de Aharonov-Bohm petites devant 1. Alors ici, j'ai pris un champ magnétique de 100 Tesla, qui est en fait nettement plus grand que ce qu'on sait faire au laboratoire, où on sait faire quelques dizaines de Tesla, mais enfin bon, disons 100 Tesla pour prendre les calculs simples. Je prends un réseau de maille 1 angstrom, les réseaux cristallins, ça peut être quelques angstroms, mais enfin c'est l'ordre de grandeur.
Donc le flux BA carré, ça va être 100 fois 10-20, donc 10-18 Weber, c'est l'unité SI. Et le quantum de flux, lui, est de l'ordre de quelques 10-15 Weber. Donc vous voyez tout de suite que même avec ces champs magnétiques colossaux qui représentent le maximum qu'on pourrait savoir faire en laboratoire, eh bien, on a des phases de Aharonov-Bohm qui sont seulement de 10-3. Donc on n'est pas dans un solide ordinaire, dans ce régime où petit a, la maille du réseau, est comparable à petit l, la longueur cyclotron. Mais en revanche, on peut se poser la question d'utiliser des matériaux synthétiques, donc des matériaux avec des mailles beaucoup plus grandes, ou alors des champs magnétiques artificiels qui simulent des champs B beaucoup plus grands que ça. Et à ce moment-là, la frustration peut jouer un rôle dominant, et c'est ça que je vous propose d'étudier aujourd'hui, et en particulier d'étudier la version atome froid de ce problème. Alors, je vous mets ici un résultat qui va jouer un rôle central dans tout le cours d'aujourd'hui, mais qui vous montre comment est-ce qu'effectivement cette frustration donne naissance à des choses radicalement différentes. Donc là, vous prenez juste cette image, si vous ne la connaissez pas, comme une jolie image qu'il va s'agir d'expliquer. Cette image, c'est ce qu'on appelle le papillon d'Hofstadter, c'est le spectre d'énergie d'une particule sur un réseau carré, donc caractérisé, comme je l'ai dit, par une maille petit a, ici, un coefficient tunnel grand J. Et ce que vous avez ici, c'est la nature du spectre, donc ici c'est l'énergie, en fonction de cette phase Aharonov-Bohm, enfin de ce rapport de flux, phi divisé par le quantum de flux, flux à travers une plaquette divisé par le quantum de flux. Et donc pour une valeur du flux donné, vous voyez que vous avez un spectre en énergie qui peut comprendre beaucoup de sous-bandes d'énergie comme ça, des gaps entre les sous-bandes, quelque chose qui est vraiment très riche et qui, visuellement, quand on le regarde de loin comme ça, est superbe, mais il s'agit de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et ça va être une grande partie du cours d'aujourd'hui. Voilà, alors le plan du cours, le voici. On va d'abord s'intéresser donc à la manière de bien décrire un champ de jauge sur un réseau. Donc je vais prendre un modèle de liaison forte et on va voir comment est-ce que le choix de jauge nous permet de simplifier l'écriture de l'effet du champ magnétique sur ce réseau. Ensuite, on regardera ce papillon de plus près, on comprendra pourquoi il y a une séparation sous-bande et on verra comment caractériser ces sous-bandes avec un nombre topologique appelé nombre de Chern. Ça a déjà été introduit dans des séminaires précédents, en particulier par Nathan Goldman, donc ce sera plutôt un rappel qu'une notion nouvelle. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, les sections 3 et 4, là, on s'intéressera aux implémentations avec des atomes froids et on regardera deux manières de générer des champs magnétiques dans des réseaux. D'une part, en secouant le réseau, c'est-à-dire en prenant un réseau dépendant du temps, et on verra comment est-ce que ça peut conduire à des coefficients tunnels qui sont non réels, qui ont une phase non nulle, et ça correspondra bien à ce qu'on aura trouvé pour décrire un champ de jauge sur réseau. Et puis, dans une dernière partie, on reviendra vers des choses plus statiques, mais on regardera des réseaux qui combinent plusieurs états internes, et là, la notion importante sera la notion d'effet tunnel assisté par laser. Voilà le programme donc pour le cours qui vient. Donc je commence par cette notion de champ de jauge sur réseau et le modèle de liaison forte qu'on a déjà vu abondamment dans le cours de l'an dernier, donc je ne vais pas revenir en détail sur la manière dont on justifie cette approximation des liaisons fortes, mais simplement je pars du résultat. Donc dans une version à 1D, dans un modèle très simple, ce modèle de liaison forte revient à dire que j'ai une particule qui bouge dans un espace discrétisé. La particule peut être sur le site J, sur le site J plus 1, J-1, et son espace des états, c'est ça, c'est l'ensemble, c'est l'espace vectoriel engendré par les états être sur le site J, être sur le site J plus 1, J-1, etc. J'appelle grand J le coefficient tunnel qui me décrit l'amplitude de probabilité pour sauter du site J au site J plus 1 ou au site J-1. Et donc, je peux écrire mon Hamiltonien pour cette version à une dimension dans ce modèle à une bande comme étant simplement donc, des opérateurs quai de bras où je prends ma particule sur le site J et je la fais sauter vers J plus 1, avec donc cette amplitude de probabilité moins J. Puis évidemment, je dois rajouter l'hermétique conjugué pour avoir un Hamiltonien hermitien. Alors je note WJ, l'état être sur le site J. Le petit W ici est juste là pour se souvenir que ce qui se cache derrière ça, si j'essayais d'écrire une fonction d'onde, ce serait une fonction de Wannier associée au site J. Donc le W, c'est pour Wannier. Mais je ne vais pas écrire de fonction d'onde dans ce qui va suivre, je me contenterai d'utiliser cette notion WJ. Alors, cet Hamiltonien, c'est très simple de le diagonaliser, et les états propres de cet Hamiltonien, c'est ce qu'on appelle des ondes de bloc, qui ne sont jamais rien d'autre que la version discrétisée des ondes planes. Quand vous prenez une onde plane,
en optique atomique ou en optique avec de la lumière. La longue plane, c'est une phase et puissance IKX. Eh bien, dans une version discrétisée, l'onde de Bloch, ça revient à dire que j'ai une phase sur le site WJ qui est et puissance I fois Q, qui va jouer le rôle de vecteur d'onde ici, fois la position du site J, c'est-à-dire J fois petit a. Donc, les ondes de Bloch, c'est jamais rien d'autre pour ce que je vais en faire là que des ondes planes discrétisées. Et petit q, ici, eh bien, contrairement à un vecteur d'onde dans l'espace continu qui peut prendre n'importe quelle valeur, dans cette version discrétisée de l'espace, pour ne pas décrire deux fois le même état, je dois restreindre mon quasi-moment q à ce qu'on appelle la première zone de Brillouin, enfin à une zone de Brillouin, et je prends la première zone de Brillouin. Donc je dis que q est compris entre moins pi sur a et pi sur a, où petit a, encore une fois, c'est la maille du réseau. Voilà, donc voilà les états propres de cet Hamiltonien. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous faites simplement agir H chapeau sur psi q et vous trouvez qu'effectivement psi q est bien état propre de H. Et la valeur propre associée, donc l'énergie E de Q qui dépend du quasi-moment, eh bien, c'est cette relation de dispersion très simple, moins 2J fois cosinus AQ. Et cette relation de dispersion, je l'ai tracée sur ce diagramme-là. Donc vous avez ici QA sur pi qui varie donc entre moins 1 et 1 si Q est dans la première zone de Brillouin. Et cette énergie varie donc comme ceci, comme une arche de sinusoïde. Donc dans ce modèle de liaison forte à une dimension, je trouve que le spectre de mon Hamiltonien, c'est une bande d'énergie de largeur 4J, centrée sur 0, donc entre moins 2J et plus 2J. Voilà, quelque chose de très simple. On passe à deux dimensions, qui est la dimension intéressante si je veux mettre un champ magnétique et avoir des phases de Aronoff-Bohm sur des contours. Donc à ce stade, je n'ai pas de champ magnétique, mais tout à l'heure, j'aurai un champ magnétique qui sera perpendiculaire au plan du tableau. Donc à ce moment-là, si je me restreins à un réseau carré, et si je prends le même quotient tunnel pour le mouvement le long de la verticale et le long de l'horizontale, eh bien donc je repère maintenant chacun des sites du réseau par deux nombres entiers, J et L. Donc J me repère la position sur l'horizontale, J-1, J plus 1. L me repère la position sur la verticale. Et je vais prendre, pour simplifier, le même coefficient tunnel grand J sur l'horizontale, pour le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Petit a représente toujours la maille du réseau. Et donc mon Hamiltonien H, pour ce modèle carré, est séparable en fait. Je peux l'écrire sous la forme HX plus HY, mouvement selon X et mouvement selon Y. Et plus précisément, si je veux le développer à l'aide de mes WJ, donc moi chapeau contient deux types de termes. Un type de terme où je pars de l'état JL et je saute horizontalement vers l'état J plus 1L, donc c'est le mouvement horizontal ici. Et puis deuxième type de terme, je pars de l'état JL et je saute vers JL plus 1, donc c'est le mouvement selon la verticale. Et là encore, je dois rajouter l'hermétique conjuguée pour prendre en compte aussi les sauts dans l'autre direction, de J plus 1L vers JL et de JL plus 1 vers JL. Quels sont les états propres de cet Hamiltonien ? C'est exactement la même chose qu'à une dimension. Là encore, c'est des versions discrétisées des ondes planes. Cette fois-ci, ces ondes planes sont repérées par un quasi-moment Q qui est un vecteur dans l'espace à deux dimensions, donc repéré par deux valeurs Qx et Qy, donc que je peux développer sur la base des WJL sous la forme e puissance IA JQx plus LQy, somme sur les nombres entiers J et L. Et l'énergie associée à cette onde de Bloch psi indice vecteur Q, c'est E de Q, qui est simplement la somme de l'énergie selon X et de l'énergie selon Y, moins 2J cosinus AQX plus cosinus AQY. Et j'ai donc, cette fois-ci, un spectre qui a encore une structure de bande, quand je fais varier ce cosinus entre moins 1 et plus 1 et celui entre moins 1 et plus 1, mais la bande est deux fois plus large qu'à une dimension. Cette fois-ci, la largeur de la bande, c'est 8J, ça s'étale entre moins 4J et plus 4J. Voilà, donc là, c'était des rappels très simples sur ce modèle de liaison forte, 1D et 2D. Et maintenant, eh bien, on met un champ magnétique. On met un champ magnétique et il s'agit de voir comment est-ce qu'on va décrire ce champ magnétique en termes des opérateurs que j'ai introduits jusqu'ici. Donc, une quantité naturelle qui apparaît quand je mets un champ magnétique, donc je vous rappelle, le champ magnétique, je le prends perpendiculaire au plan du tableau. Eh bien, une quantité naturelle, c'est la phase de Aronoff-Bohm qui va être associée à un lien donné. C'est-à-dire, je prends un lien qui amène du site JL au site J plus 1L. Eh bien, je peux regarder sur ce lien-là la phase que j'accumule quand je passe de R à R', qui est donc simplement Q sur H bar fois l'intégrale du potentiel vecteur associé à mon champ magnétique, potentiel vecteur de R à R'.
Et pour décrire donc dans le modèle des liaisons fortes la présence de ce champ magnétique, eh bien, l'approximation à laquelle on a recours traditionnellement, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la substitution de Peierls. Ça va consister à dire que ça va consister à dire qu'on prend l'hamiltonien qu'on avait dans le modèle des liaisons fortes avant, et qu'à tous les liens, donc un lien donné qui fait passer par exemple de JL à J plus 1L, donc un lien entre proches voisins, eh bien, je vais remplacer le coefficient J qui était ici, qui était un coefficient réel, par un coefficient complexe qui aura comme module toujours la valeur de grand J que j'avais au départ, mais qui aura en plus une phase, et cette phase que je vais mettre ici, c'est simplement la phase phi que j'ai écrite là, c'est-à-dire c'est la phase de Peierls, enfin cette phase Aharonov-Bohm que j'ai quand j'intègre entre le point R situé au point JL et le point R' situé au point J plus 1L. Alors cette substitution de Peierls, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à justifier. Ce n'est pas évident en particulier de trouver ses limites. J'ai donné quelques références dans les notes de gens qui ont étudié ça en détail. Je dirais que c'est un problème important en matière condensée de bien comprendre les limites de la substitution de Peierls, mais ce n'est pas un problème qui nous intéresse ici. Ce n'est pas un problème qui nous intéresse ici parce que nous, en fait, on va, avec nos atomes froids, se dire qu'on va chercher à générer ça directement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser vraiment la question de la validité du passage du problème sous champ magnétique continu au problème discret. Nous, on va chercher, avec nos atomes froids, à générer tout de suite le problème discret avec les bonnes phases devant les quotients tunnels. Donc finalement, on prend pour garantie que la substitution de Peierls est valable en matière condensée, et avec nos atomes froids, on cherche à modéliser l'hamiltonien qu'obtiennent les gens de matière condensée une fois la substitution de Peierls faite. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail dans la discussion de la validité de la substitution de Peierls, même si c'est un problème non trivial et intéressant sur le plan physique. Parce que nous, c'est vraiment cet hamiltonien-là qu'on va faire. Donc cet hamiltonien où, je répète, les liens, les sauts tunnels entre proches voisins maintenant vont être affectés d'une certaine phase. Alors quelle est cette phase? Qu'est-ce que j'ai comme degré de liberté pour fixer cette phase? Eh bien, tout comme on avait une invariance de jauge pour une particule continue, c'est-à-dire que je pouvais prendre autant de jauges que je voulais A de R, pourvu que je garde le même rotationnel pour A, c'est-à-dire pourvu que je garde le même champ magnétique, eh bien, j'étais libre de choisir ma jauge comme je l'entendais. Eh bien, là aussi, sur cette version discrétisée, on a une invariance de jauge. Et plus précisément, ce que je vais vous montrer dans un instant, je vais vous montrer sur un cas particulier, mais après, c'est facile de généraliser. La variance de jauge dans le cas discret me dit que pour une plaquette donnée du réseau, la seule quantité physique importante, c'est la somme des phases des quatre coefficients. Si je prends une plaquette carrée, j'ai 4 liens sur une plaquette, eh bien, la seule chose que je dois maintenir constante, c'est la somme des 4 phases des 4 coefficients tunnels. Mais je peux redistribuer cette somme de manière, comme je l'entends, entre les 4 liens différents. Alors, je vais vous montrer ça explicitement sur un exemple très simple, qui s'appelant un système à 4 sites comme ça, ABCD, et on va voir qu'effectivement, je peux faire ce que je veux pourvu que je garde la somme constante. Donc, supposons que vous me donniez cet hamiltonien. Donc, vous me donnez 4 sites, ABCD, et vous me donnez comme saut tunnel, donc pour passer de D à A, vous dites que le quotient tunnel vaut puissance I phi 1, enfin J fois J qui est un nombre donc réel fois puissance I phi 1. Pour passer de A à B, j'ai phi 2, pour passer de B à C, phi 3, pour passer de C à D, j'ai phi 4. Donc voilà mon hamiltonien, c'est la somme des quais de bras. Là, c'est le saut de D à A avec la phase phi 1, le saut de A à B avec la phase phi 2, etc., plus l'hermitique conjuguée pour décrire les sauts de B vers A ou de A vers D. Donc supposons que vous me donniez ça. Eh bien, je prétends que je peux redéfinir mes états de base, les ABCD, de manière à modifier l'endroit où se mettent les phases phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, pourvu que je garde la somme des phi constantes. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, je vais passer à une autre plaquette, même géométrie, mais avec des vecteurs d'état A tilde, B tilde, C tilde et D tilde, et je vais définir mes coefficients tilde, mes états tilde comme ça. Alors, pour commencer, je prends D tilde égale D. Donc, je ne change pas le coefficient D qui est ici, enfin l'état D qui est ici. Et pour A, eh bien, je définis A tilde sous la forme E puissance I phi 1 fois A. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez clairement que là où j'avais tout à l'heure le passage de D à A avec le quotient I phi 1, eh bien, D est devenu D tilde, mais ça n'a pas changé. Et toute cette chose-là, E puissance I phi 1 fois A, c'est ce que j'ai appelé A tilde. Donc, je me retrouve maintenant avec un passage de D tilde à A tilde, mais sans phase, puisque la phase
qui était ici, je l'ai réintégré à la définition de l'état. Donc maintenant, je peux mettre un 1 sur ce lien-là. Même chose pour la définition de B tilde. Là où j'avais B, maintenant je pose B tilde égale e puissance I phi 1 plus phi 2. Donc le passage que j'avais de A à B ici, qui se faisait avec une phase phi 2, eh bien maintenant, il va se faire avec un coefficient 1, puisque j'ai réincorporé dans A la phase phi 1, je mets cette même phase phi 1 dans B, donc ça ne change rien, et puis je mets en plus dans la définition de B tilde la phase phi 2, qui donc va me réabsorber cette phase phi 2-là. Donc je me retrouve avec un 1 ici encore. Vous avez compris le principe. Pour C, je vais mettre puissance I phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Donc là, je retrouve un 1. Mais évidemment, maintenant, je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. J'ai des tildes, je vous dis, je l'ai déjà défini de cette manière-là. Donc je me retrouve avec une phase non nulle sur le lien C tilde D tilde, et seulement sur ce lien. Et vous pouvez facilement voir, quand vous remplacez les C par des C tilde et le D par un D tilde là-dedans, que la phase que je suis amené à mettre à ce lien-là, c'est simplement phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ce que j'ai mis là, ce phi 1 plus phi 2 plus phi 3, plus la phase phi 4 qui était déjà présente, donc je me retrouve avec la somme. Voilà, donc vous voyez comment en redéfinissant les états, j'ai pu décider de mettre toute la phase sur ce lien horizontal. J'aurais très bien pu décider de le mettre sur un lien vertical, j'aurais tout aussi bien réussi, il aurait fallu simplement prendre des états différents. Voilà, donc l'invariance de jauge dans ce problème discrétisé, c'est cette possibilité que j'ai de redistribuer les phases de mes coefficients tunnels à volonté, pourvu que la somme des phases sur chaque plaquette de mon réseau reste constante. Alors j'ai indiqué dans les notes comment est-ce que ce que je viens de vous faire là se généralise à un réseau carré qui s'étale dans tout le plan. Je ne vais pas le faire en détail parce que je pense qu'une fois qu'on l'a compris sur une plaquette, on a normalement bien, on peut le généraliser, mais enfin, si vous avez des doutes, vous regardez les notes. Disons que là, maintenant, je vais me fixer une jauge. Donc, ce que je vais prendre, c'est quelque chose qui est similaire à la jauge de Landau qu'on avait vue pour une particule libre dans l'espace. Donc, je vais décider d'attribuer une phase nulle à tous les liens verticaux, un petit peu comme sur le modèle que j'ai fait. Et donc, la phase liée à mon magnétisme va se concentrer sur les liens horizontaux. Ça revient à dire que je prends un potentiel vecteur qui est aligné selon l'axe X, hein, et comme la phase, c'est l'intégrale de A scalaire dr, eh bien j'ai une phase pour les liens horizontaux, mais je n'ai pas de phase pour les liens verticaux. Alors, quelle est la règle si je veux simuler un champ magnétique uniforme? Eh bien, il faut donc que la phase totale qui est accumulée sur le pourtour de chaque cellule soit identique, puisque mon champ est uniforme, donc mon champ a le même flux à travers chaque cellule élémentaire de mon réseau, puisque toutes les cellules ont la même taille. Donc, il faut, dans cette redistribution de phases que je fais entre les différents liens, il faut que je garantisse que la phase totale pour chaque cellule, ce soit bien la phase que j'attends, c'est-à-dire proportionnelle au flux B fois A carré, le flux à travers une plaquette de côté petit a. Donc cette phase totale accumulée sur le pourtour de chaque cellule, ça doit être 2π alpha, où alpha c'est ce phi sur phi 0. À partir de maintenant, le rapport du flux par plaquette divisé par le quantum de flux, je vais l'appeler alpha. Ce sera ça mon paramètre de contrôle du champ magnétique. Et une manière de faire ça, donc, si je décide de mettre les phases le long des axes horizontaux, eh bien, c'est de prendre ce choix-là. Donc, je vous dis, les coefficients tunnels sont réels et donc une phase phi nulle, donc un 1 sur les liens verticaux. Et je mets sur les liens horizontaux, donc sur la ligne L, je mets un coefficient tunnel qui a la phase et puissance 2iπ alpha L. Sur la ligne L-1, je mets puissance 2iπ alpha L-1. Sur la ligne L+1, je mets puissance 2iπ alpha L+1. Et ça, eh bien, je prétends que ça marche bien, c'est-à-dire que je prétends que j'ai bien comme ça une phase par plaquette qui est constante et qui est égale à 2π alpha. Donc on peut le regarder ensemble. Hein. Si je prends la plaquette pour laquelle j'ai mis la flèche ici, disons que je pars de ce site-là. Donc là, je gagne 2π alpha L sur ce lien-là. Ensuite, je descends ici. Je vous ai dit que j'avais une phase nulle sur mes liens verticaux, donc 0. Ensuite, je passe de là à là. Alors attention, hein, je dis que je gagne 2π alpha L-1 quand je vais de gauche à droite. Donc quand je vais de droite à gauche, j'ai un signe moins 2π alpha L-1. Et puis ensuite, je remonte pour boucler ma plaquette. Et là, je rajoute un autre 0. Donc quand je fais la différence entre ça, je trouve 2π alpha. Et ce 2π alpha, je vais le retrouver sur toutes les plaquettes. Donc avec ça, eh bien, j'ai bien un moyen de modéliser, c'est bien un bon choix de jauge pour modéliser un champ uniforme sur tout mon réseau. Voilà. Et c'est avec ce choix de jauge que je vais travailler à partir de maintenant. Bien, alors,
Question, on a notre Hamiltonien, on a choisi notre champ de jauge, quel est son spectre? Donc c'est là que le papillon de Hofstadter va apparaître avec cette séparation en sous-bandes et ce nombre de Chern. Donc voici mon Hamiltonien, je l'ai réécrit, donc je vous ai refait le petit dessin qu'on avait à la diapositive précédente. Voici donc la forme de mon Hamiltonien. Il est très voisin de l'Hamiltonien que j'avais dans mon modèle de liaison forte en l'absence de champ magnétique. J'ai toujours ces passages de JL à J plus 1L et ce passage de JL à JL plus 1. Simplement, le passage de JL à J plus 1L, c'est-à-dire le lien horizontal, est affecté du facteur de phase et puissance 2pi alpha L. Ça n'a pas l'air de grand-chose, ça, mais c'est ça qui va modifier complètement mon spectre et qui va me donner des propriétés non triviales à mes bandes d'énergie, ces propriétés topologiques qu'on va caractériser. Alors, première remarque, quelle que soit la valeur de alpha que je prends ici, eh bien, c'est un Hamiltonien pour lequel ici je garde une périodicité selon l'axe X, mais évidemment je perds la périodicité de selon l'axe Y. C'est-à-dire que selon X, ici, c'est toujours périodique, puisque j'ai le même coefficient tunnel, même phase pour sauter ici que pour sauter là, que pour sauter sur n'importe quel point de la ligne. En revanche, je n'ai pas le même coefficient tunnel ici, et puis là ou là, donc je perds la périodicité selon Y. Donc le fait de garder la périodicité selon X m'autorise à chercher toujours mes états propres sous forme de fonction de bloc, mais vis-à-vis de la variable X, et seulement L. Donc je peux chercher mes états propres sous forme de fonction de bloc, sous la forme somme sur tous les coefficients, tous les JL, de W de JL et puissance IJ AQX, donc c'est une onde plane discrétisée le long de l'axe X, mais là évidemment j'ai les coefficients CL qui sont quelconques à ce stade, puisque j'ai perdu la périodicité selon Y. Alors on peut prendre ça, l'injecter d'un Hamiltonien et obtenir une équation pour les coefficients CL, qui est donc une équation. J'ai une infinité de coefficients CL dans ce problème, puisque CL L va de moins l'infini à plus l'infini. Donc j'ai une équation avec une matrice qui est tridiagonale infinie. On peut résoudre cette matrice numériquement, enfin diagonaler numériquement cette matrice. C'est des maths qui sont très intéressantes. C'est aussi un modèle, le modèle donné par cette équation de Harper, qu'on retrouve dans d'autres problèmes, en particulier dans le modèle de Aubry-André, qui est le problème du mouvement d'une particule dans un réseau bipériodique. Je ne vais pas le faire ici, parce que c'est un petit peu compliqué, et ça m'emmènerait sur un terrain qui n'est pas forcément celui qui est le plus intéressant pour ce qu'on va faire après. Mais cette équation de Harper est une équation qu'on obtient comme ça. C'est une équation qui est très riche sur le plan physique et qui mérite d'être étudiée en tant que telle. Moi, je vais quand même me simplifier la vie en faisant une hypothèse supplémentaire, c'est que je vais me limiter à des coefficients alpha, ici, ce alpha qui intervient, donc le rapport phi sur phi 0, à des coefficients alpha rationnels. Donc, encore une fois, je ne fais pas traiter l'équation de Harper dans ce cas général, je vais me limiter à un coefficient rationnel, donc je vais écrire alpha sous forme P' sur P, où P' et P sont deux entiers premiers entre eux. Et la raison pour laquelle c'est intéressant de regarder le modèle, ce cas particulier d'un coefficient rationnel, c'est que là, du coup, je vais récupérer une périodicité selon Y. Je vous ai dit, je perds la périodicité selon Y si je prends alpha quelconque, mais si je prends alpha égale P' sur P, je récupère une périodicité selon Y. Alors évidemment, ce n'est pas la périodicité passage de L à L plus 1, enfin de L ici à L plus 1, ce serait le réseau de départ. Mais si je passe de L à L plus P, où P est l'entier qui est au dénominateur ici de mon coefficient alpha, alors à ce moment-là, eh bien, effectivement, je récupère une périodicité, puisque sur la ligne L, j'ai le coefficient 2pi alpha L, sur la ligne L plus P, qui va être, si je prends P égale 3, qui sera situé quelque part là-haut, eh bien, j'aurai 2pi alpha L plus P, mais si alpha lui-même c'est en P' sur P, vous voyez que ces deux phases-là, 2pi alpha L et 2pi alpha L plus P, diffèrent par un entier, enfin un nombre entier de 2 fois 2pi, ce sera 2pi P', et donc à ce moment-là, eh bien, je récupère bien quelque chose qui est périodique le long de l'axe Y. Simplement, le prix que je paye pour ce champ magnétique, c'est que ma périodicité, au lieu d'être petit a, devient P fois petit a. Donc la période spatiale est plus grande, mais néanmoins, j'ai toujours cette période spatiale qui va me permettre de me retrouver en terrain connu, possibilité d'utiliser le théorème de Bloch et de retrouver des bandes d'énergie, tout le formalisme bien connu des réseaux va pouvoir s'appliquer. Voilà, alors je ne vais pas traiter le cas P' sur P général, mais pour bien fixer les idées, je vais prendre un exemple, qui est un exemple qu'on utilise souvent dans les articles, qui est le cas alpha égale 1 tiers. C'est un cas
assez simple, mais qui est non trivial néanmoins. Donc si je prends alpha égale 1 tiers, donc, ça veut dire que j'ai une périodicité qui va être de 3 fois petit a le long de l'axe Y. Par exemple, si je prends un lien qui vaut 1, qui a une phase de 0 sur cette ligne-là, donc e puissance i fois la phase vaudra 1, eh bien, c'est écrit un peu petit, mais bon, j'espère que vous arrivez à lire. Ici, je vois e puissance 2 pi sur 3 pour celle-ci. Ici, j'aurai e puissance 4 pi sur 3 pour alpha L plus 1, alpha L plus 2. Et puis, si je prenais ce lien-là, je retrouverais 1, puis e puissance 2 pi sur 3, puissance 4 pi sur 3. Donc, j'ai une cellule unité pour mon réseau qui comprend trois sites, qui sont 3 sites alignés verticalement, que je note A, B, C. Donc, par convention, le site A, c'est celui qui a la phase 1, B à 2 pi sur 3, C à 4 pi sur 3. Le long de l'axe X, ma périodicité, c'est toujours petit a, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, je ne perds pas la périodicité le long de l'axe X. Donc, comme je le disais aussi, je suis maintenant en terrain familier, puisque je retrouve un problème périodique avec une cellule unité à 3 sites. Et donc, je peux chercher les états propres, ça, on l'avait fait abondamment l'an dernier, hein. Je peux chercher les états propres sous forme d'ondes de bloc vis-à-vis des directions X, de la direction X et de la direction Y, avec un e puissance IA JQX plus 3L QY. Et puis, j'ai donc une forme de mon état de bloc qui est simplement une combinaison linéaire avec des poids alpha, bêta, gamma, des états grand A, grand B, grand C. Et trouver les états propres, finalement, eh bien, c'est trouver la valeur des coefficients alpha, bêta, gamma, simplement. Et pour faire ça, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte cette ansatz, si vous voulez, cette onde de bloc, dans l'équation valeur propre h psi égale psi, et je me retrouve avec une matrice 3 par 3 pour les coefficients alpha, bêta, gamma. La matrice est écrite dans les notes, hein, donc si vous voulez voir explicitement comment elle se construit, vous pouvez regarder, mais bon, il n'y a vraiment aucune malice derrière, hein, c'est juste reporter cette structure-là dans l'hamiltonien que j'ai déjà écrit. Et donc j'ai une matrice 3 par 3 diagonalisée, et donc matrice 3 par 3 veut dire 3 valeurs propres distinctes, a priori, E1 de Q, E2 de Q, E3 de Q, et ensuite, eh bien, quand je fais varier Q, je vais obtenir des bandes d'énergie, et je vais obtenir a priori 3 bandes, puisque si je vous dis j'ai 3 valeurs propres, E1, E2, E3 classées par ordre de taille, eh bien, la E1 de Q va décrire une bande d'énergie, E2 va en décrire une autre, E3 va en décrire une troisième. Alors, quand on fait le calcul explicitement, eh bien, ça se mène presque analytiquement jusqu'au bout. Hein. Ce qu'on trouve, c'est que donc, on part, en l'absence de champ magnétique, quand je n'ai pas ce flux un tiers, de cette bande à 2 dimensions qui avait la largeur 8J, centrée en 0, donc entre moins 4J et plus 4J. Eh bien, quand on regarde ces 3 valeurs propres issues de cette matrice 3 par 3, eh bien, on obtient 3 bandes d'énergie distinctes, c'est-à-dire que E1 de Q va varier là-dedans, E2 de Q varie ici, E3 varie là. Les 3 bandes ne se touchent pas, donc j'ai une ouverture d'un gap dans mon problème. Donc ici, un premier gap ici, un deuxième gap là. Et voilà, j'ai donc une fragmentation de mon spectre, qui était initialement un spectre à une bande, en un spectre en 3 sous-bandes qui sont représentées là. Et vous remarquerez que ces 3 sous-bandes sont un peu plus resserrées, c'est-à-dire que le bas de la bande la plus basse ne va pas jusqu'à moins 4J, et le bas de la bande la plus haute ne va pas jusqu'à plus 4J, donc le spectre se resserre. Alors, on peut faire ça pour toutes les valeurs, au moins toutes les valeurs rationnelles de ce coefficient alpha. Hein. Alors, je vous dis, si je prends alpha égale P' sur P, quand je prends alpha égale 1 tiers, c'est une matrice 3 par 3. Si je prends alpha égale 300 sur 301, ce sera une matrice de 301 par 301 que je devrais faire. La taille de la matrice que je dois diagonaliser, c'est la taille de l'entier petit p qui est le dénominateur de alpha. Donc très vite, il faut aller sur un ordinateur, et sur un ordinateur relativement puissant. Et néanmoins, bon, ça a été fait dès 1976 par Douglas Hofstadter, et voilà le spectre qu'il a obtenu, donc qui porte depuis son nom, sous forme de papillon. Effectivement, ça ressemble un peu à un papillon. Donc ce que vous avez là, c'est un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que pour alpha égale 0, eh bien, vous avez la bande qui est entre moins 4J et plus 4J, donc voilà la bande d'énergie autorisée. Si je prends alpha égale 1, ça veut dire que le flux par plaquette, qui vaut 2pi alpha, donc le flux vaut 2pi. Un flux de 2pi, c'est pareil qu'un flux 0, ça ne change rien. Donc vous retrouvez ici la bande entre moins 4J et plus 4J. Et puis ensuite, eh bien, vous retrouvez le cas alpha égale 1 tiers qui est ici. Donc je vous ai dit, la bande se fragmente en 3 sous-bandes. Donc vous avez la bande du bas, la bande intermédiaire et la bande du haut. C'est exactement le diagramme que j'avais à la diapositive précédente. Vous pouvez prendre le cas alpha égale 1,5. Donc alpha égale 1,5, ça revient à dire que vos phases valent respectivement plus 1, moins 1, enfin les phases valent 0, pi,
0π sur les liens, donc ça fait les puissances I fois la phase vaut plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. À ce moment-là, on s'attendrait à trouver deux sous-bandes. Alors c'est effectivement ce qu'on trouve, mais les deux sous-bandes se touchent en zéro par un point de Dirac, en fait, c'est un peu comme le graphène. Donc, pour alpha égale 1,5, vous voyez, les deux sous-bandes se touchent ici. Vous avez la sous-bande du bas ici, la sous-bande du haut, mais il n'y a pas de gap entre les deux sous-bandes. Il y a un point de contact entre les sous-bandes, contrairement à ce qui se passait pour alpha égale 1 tiers. Vous pouvez prendre alpha égale 1 cinquième, et là, vous avez donc 5 sous-bandes, une ici, une là, une là, une là, et puis une là. Celle-ci est vraiment commence à être très fine. Alpha égale 1 quart est là, donc là encore, il y a un point de Dirac qui apparaît au centre. Enfin bon, c'est un spectre qui est vraiment très riche et on peut passer des heures à le regarder, des jours ou des semaines. Il a une structure fractale, ça semble assez clair quand on le voit comme ça. Il a des propriétés de self-similarité, c'est-à-dire que quand vous faites des zooms sur des zones intermédiaires, eh bien, vous retrouvez la structure globale du spectre. Les points de Dirac, je les ai mentionnés. C'est, je crois, en fait, un des tout premiers fractales qui est apparu en physique. Les fractales, comme vous le savez, ont été trouvés en mathématiques, en particulier par Mandelbrot. Eh bien, un des tout premiers fractales trouvés en physique était ce papillon d'Hofstadter en 1976. Alors, si on continue notre exploration de ce papillon, on peut faire un lien entre ce qu'on trouve là en ce moment et puis les niveaux de Landau qu'on avait trouvés pour une particule libre dans l'espace. Alors, ce lien, comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, on peut le faire si on va regarder le bas du spectre ici. Si je vais regarder le bas du spectre, ça veut dire que je vais regarder des petites valeurs du champ magnétique, B, ce qui veut dire finalement que si en termes de longueur, j'avais commencé par ça en vous parlant de ces deux échelles de longueur, la maille du réseau petit a et puis la longueur cyclotron petit l, je vous avais dit que quand A était comparable à L, c'est-à-dire quand phi sur phi0 était d'ordre 1, j'avais ce problème de frustration, mais que si je prenais la limite d'un réseau avec une maille A toute petite par rapport à L, là, eh bien, il n'y avait plus de problème de frustration et je devais retrouver des choses voisines d'une particule libre. Eh bien, c'est ça que je vous propose de faire maintenant. C'est-à-dire, on va prendre un champ magnétique tout petit, ici, donc un flux phi tout petit, je vous rappelle, phi, c'est proportionnel au flux B, et on va regarder ce qu'on trouve là. Eh bien, ce qu'on trouve là, c'est, quand on va vers ces tout petits flux, on trouve que les bandes d'énergie qui apparaissent deviennent de plus en plus étroites, et puis il y en a de plus en plus. Ici, si je prends un alpha égale, je ne sais pas moi, 1 sur 137 au hasard, eh bien, je vais avoir 137 bandes d'énergie, mais je les trouve, ces bandes, de plus en plus étroites ici. Et ce que je trouve, c'est que ces bandes sont régulièrement espacées. C'est-à-dire que j'ai ici un premier écart que j'appelle au hasard h bar oméga c sur 2. Oméga c va devenir très rapidement une pulsation cyclotron. Et puis ensuite, eh bien, j'ai h bar oméga c entre la première et la deuxième bande, h bar oméga c encore entre la deuxième et la troisième, etc. Et puis cette équirépartition des bandes est d'autant plus précise que je me rapproche de 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est exactement ce qu'on attend. On retrouve ici, pour les petites valeurs du champ magnétique, donc des niveaux très fins, à la limite infiniment étroits, et équidistants, qui sont les niveaux de Landau de ma particule que je trouve pour une particule dans l'espace libre. C'était ce qu'on avait trouvé, c'était Cn plus 1,5 de h bar oméga c, où oméga c, c'était la pulsation cyclotron cubée sur la masse. Donc là, en l'occurrence, la masse que je dois mettre, c'est la masse effective de ma particule qui bouge dans le réseau. Quelle est cette masse effective? Ben là encore, c'est quelque chose qui est bien connu. Ce qu'il faut, c'est prendre la relation de dispersion que je vous ai donnée tout à l'heure avec les cosinus QA, se placer au bas de la bande, puisque c'est le bas de la bande qui m'intéresse ici, donc linéariser les cosinus pour trouver une relation de dispersion quadratique vis-à-vis du quasi-moment, le vecteur Q que j'avais introduit. Et la masse effective, c'est simplement h bar 2 sur 2 fois JA2. Donc je relie cette masse effective aux paramètres du réseau, à savoir le coefficient tunnel d'une part et la maille du réseau d'autre part. Et en faisant ça, eh bien, je peux retrouver la pulsation cyclotron, h bar oméga c, que je réécris donc, en termes du flux grand phi pour remplacer le champ magnétique B. Et puis je remplace la masse effective par h bar 2 sur JA2. Donc je fais apparaître h bar oméga c égale 2J phi sur phi 0. Et je vérifie qu'effectivement, c'est bien ce h bar oméga c qui intervient dans le papillon. Donc, il n'y a pas de surprise, si je puis dire, de ce côté-là. On retrouve bien dans la limite des faibles champs magnétiques ce qu'on avait vu pour une particule libre. Le réseau, si je puis dire, s'efface pour simplement donner une masse effective à la particule, mais il ne fait que ça. Et si j'oublie la présence du réseau via cette masse effective, eh bien, je retrouve ma particule dans l'espace libre.
Alors, je voudrais terminer ce paragraphe par une discussion sur la topologie des bandes d'énergie. Je vous ai dit qu'il existe donc ce lien entre niveau de Landau pour une particule libre et puis ces spectres de papillons de Stater aux valeurs très basses du flux en termes de position de niveau d'énergie. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment établir une relation 1 à 1 entre ces niveaux d'énergie que j'obtiens pour les valeurs très basses du flux, donc ces quasi-niveaux de Landau ici, et puis ce que j'obtiens pour des valeurs plus grandes du flux, par exemple ce flux égal 1 tiers qu'on a regardé tout à l'heure avec un spectre fragmenté en 3 sous-bandes. Est-ce que je peux connecter ce qui se passe ici pour mes niveaux de Landau et ce qui se passe là pour ce cas où la bande a une largeur finie non nulle qui est représentée par ce trait rouge là. Et c'est là que la notion de nombre topologique, nombre de Chern, va intervenir. Alors si on réfléchit un petit peu, ce qui a été frappant dans les niveaux de Landau, la probabilité vraiment remarquable des niveaux de Landau par rapport à une bande plate dans un réseau quelconque, eh bien, c'était cette conductivité de Hall. Sur le plan expérimental, c'était ça, c'était le fait que quand on applique une force ou une différence d'énergie le long de l'axe X, eh bien, la structure en niveau de Landau, avec la notion d'état de Bohr qu'on avait introduite ensemble il y a quelques semaines, fait que j'ai un courant qui apparaît dans la direction perpendiculaire à la force. J'applique une force comme ça et j'ai un courant de particules comme ça. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas banal, ce courant de Hall. Et ce qu'on avait vu en plus, c'est que ce courant était quantifié, c'est-à-dire qu'on avait vu que pour une certaine valeur delta EX, donc différence d'énergie ou différence de potentiel chimique, comme je l'avais écrit, entre la gauche et la droite, eh bien, le courant dans la direction perpendiculaire, Ny était quantifié, c'est-à-dire que le nombre de particules par unité de temps qui traversaient comme ça, c'était 1 sur H, le quantum qui fait intervenir la constante de Planck, fois delta EX. On avait obtenu ce résultat-là en supposant qu'on avait rempli complètement les états qui composent le niveau de Landau fondamental, et puis on n'avait pas du tout rempli les états au-dessus. Donc j'avais mis mon potentiel chimique dans le gap entre le niveau de Landau fondamental et puis le premier niveau de Landau excité. Si j'avais mis le potentiel chimique dans d'autres gaps, j'aurais eu une valeur différente du quantum. Mais limitons-nous au niveau de Landau fondamental. Donc à ce moment-là, le quantum, c'est 1 sur H, simplement. Ny point égale 1 sur H delta X. Alors, question, est-ce que j'obtiens un courant similaire, une forme similaire, si je remplis simplement dans mon papillon d'Hofstadter la sous-bande la plus basse? Je prends par exemple un flux égal 1 tiers, j'ai 3 sous-bandes, je remplis seulement la sous-bande la plus basse. Est-ce qu'on obtient un courant similaire pour une valeur donnée de phi sur phi 0? Alors la réponse est compliquée, ça dépend de la valeur de alpha, mais si je me limite au cas particulier simple où alpha égale 1 sur p, donc 1 tiers rentre bien dans cette catégorie, j'aurais pu prendre 1 cinquième, 1 septième, etc., eh bien oui, j'obtiens le même type de relation, Ny point égale 1 sur H fois delta X. Et je vais vous interpréter cette relation dans un instant. Mais ce cas particulier que je suis en train de mentionner, c'est en fait la conséquence d'un résultat général qui a été établi par Taules et collaborateurs en 1982 pour tout remplissage de type isolant dans un réseau. C'est-à-dire que vous prenez un remplissage de type isolant, c'est-à-dire que vous avez un réseau qui a des bandes d'énergie, vous mettez le potentiel chimique dans un gap, c'est-à-dire entre deux bandes d'énergie, vous mettez des fermions, donc vous remplissez complètement le niveau d'énergie jusqu'à la valeur du potentiel chimique et puis vous ne remplissez pas au-dessus. Et à ce moment-là, ce que montrait Taules et al., c'est que le courant Ny point est quantifié par rapport à delta Ex, est quantifié de la manière suivante, grand C, ce que je vais appeler le nombre de Chern, divisé par H, et ce grand C, eh bien, c'est un nombre entier. Donc voilà, le nombre de Chern, il est là pour vous quantifier le courant qu'il y a dans une direction Y quand vous appliquez une différence de potentiel dans la direction X. Alors bien sûr, ce nombre entier peut être 0, et à ce moment-là, s'il vaut 0, ça veut dire que je n'ai pas de courant perpendiculaire à la différence d'énergie. C'est le cas d'un réseau normal, je dirais, enfin, non topologique. Alors Nathan Goldman a décrit beaucoup ces choses-là dans son cours, donc je ne vais pas du tout redire ce qu'il a dit, mais ce que j'aimerais, c'est vous donner une sorte de signification physique de ce nombre de Chern au point de vue comment ça peut se passer dans une expérience. Donc je reprends ce dessin-là, mais maintenant je dessine le réseau sous-jacent. J'ai ici un échantillon qui peut avoir a priori une longueur infinie le long de l'axe Y. Il a une largeur finie Lx ici. Et puis j'ai petit a, donc, qui est la maille de mon réseau.
J'applique une force grand F le long de la direction X. Donc, c'est cette force F qui crée la différence d'énergie delta EX. Simplement, delta EX, c'est F fois la largeur Lx, là. Et ce que je sais, quand j'applique cette force, c'est que j'ai un phénomène qui se produit, qu'on a étudié en détail l'an dernier, c'est le phénomène d'oscillation de blocs. Si j'ai des particules dans un réseau et que j'applique une force sur ce réseau, eh bien, le quasi-moment Q va osciller dans la zone de Brillouin et va donc, avec une période tau B, qui est la période de bloc donnée par H divisé par la force fois la maille du réseau, ce quasi-moment va décrire un mouvement périodique. Et effectivement, quand on applique une force comme ça sur un Hamiltonien de réseau, je peux, via une transformation unitaire, me ramener à un Hamiltonien périodique en temps, et c'est ça qui crée c'est comme ça qu'on peut expliquer ce mouvement périodique d'oscillation de bloc. Donc, quand on applique une force sur un réseau, le message que je veux faire passer, c'est que j'ai une échelle naturelle de temps qui apparaît, qui est la période des oscillations de bloc, tau B, H sur FA. Et donc, une question naturelle que je peux me poser, puisque j'ai aussi une échelle de longueur naturelle qui est la maille du réseau petit a, c'est quel est, en une période de bloc, tau B, le nombre de particules qui passent à travers un segment de longueur petit a le long de l'axe X. Je vous dis, j'ai un courant le long de l'axe Y. Donc, si je prends le long de l'axe X un segment de longueur petit a, combien est-ce que dans mon échelle de temps naturelle du problème, c'est-à-dire la période de bloc, combien est-ce que j'ai de particules qui traversent ce petit segment? Donc, regardons ça, c'est ce delta n donc, qui passe à travers un petit segment de longueur petit a le long de l'axe X, eh bien, c'est petit a fois le courant JY, le long de l'axe Y comme ça, fois la période de bloc. Je peux le remplacer par les différentes expressions que j'ai. Le courant JY, c'est simplement 1 sur Lx fois le nombre d'atomes total qui passent dans la largeur Lx par unité de temps, donc c'est C delta EX sur H, c'est ce que j'ai écrit ici, C delta EX sur H, ça c'est le résultat de Thouless. Et puis je multiplie ça par tau B, qui est la période de bloc, H sur FA. Voilà, donc j'ai cette expression-là, qui a l'air un peu rébarbative, mais en fait elle est très simple, parce que tout va se simplifier. La constante de Planck H est au numérateur et au dénominateur, la force grand F, elle est au dénominateur ici, mais elle est aussi au numérateur ici, puisque delta EX, c'est simplement F fois Lx. Donc la force va simplifier. La longueur Lx est au numérateur via le delta EX qui est ici, elle est au dénominateur là. Le petit a est au dénominateur et au numérateur. Tout se simplifie pour donner simplement le nombre de Tchern, C. Et donc c'est ça une signification moi, que j'aime bien du nombre de Tchern, c'est que ce nombre de Tchern, c'est finalement un entier, 0, 1, 2, et ça me dit combien par période de bloc j'ai de particules qui passent dans ce segment-là, ici, de largeur petit a. Alors, encore une fois, un réseau traditionnel, standard, quand je ne fais pas attention, eh bien, ça va me donner C égale 0, je n'aurai pas de courant dans cette direction-là. Mais si je prends quelque chose qui est équivalent au niveau de l'endos fondamental, eh bien, j'aurai une particule par période de bloc qui passera dans ce petit segment-là. Et puis, je peux fabriquer des bandes topologiques avec nombre de Tchern égaux à 2, 3, enfin, des valeurs arbitrairement élevées, et ce moment-là, ça veut dire que j'aurai un courant plus élevé qui passera toujours par période de bloc. Voilà. Donc, quand on dit que le niveau de l'endos fondamental et la sous-bande fondamentale ont le même nombre de, quand je prends alpha égale 1 sur P, ont le même nombre de Tchern, eh bien, une manière différente de le dire, c'est qu'ils sont topologiquement équivalents, c'est-à-dire que une force donnée le long de l'axe X me donnera le même courant vis-à-vis de l'axe Y, mesuré comme ceci. Voilà. C'est ça, donc, c'est la raison pour laquelle ce nombre de Tchern intervient comme caractérisation topologique de la bande fondamentale. Bien, alors je termine ce paragraphe avec donc quelques expériences de matière condensée qui ont été faites avant les manip atomes froids. Il y en a eu beaucoup, hein. J'en ai juste sélectionné 3 pour vous donner un panorama de ce que les gens ont fait pour étudier ce papillon d'Hofstadter dans le cadre du magnétisme. Alors il y a des expériences assez anciennes maintenant, très rapidement après les prédictions d'Hofstadter, faites par Pantier à Grenoble et collaborateurs, qui ont pris donc un réseau de bandes d'aluminium, donc séparées par 6 microns. Chaque bande fait 2 microns, comme ça. Ils ont mis un flux magnétique et ils ont étudié dans ce réseau la transition supraconductrice. Et ils ont obtenu effectivement des signatures, des pics dans la transition supraconductrice qui correspondaient à ces valeurs, 1 tiers, 1 quart, 1 demi, enfin 2 cinquièmes de flux du réseau à travers chacune des mailles. Il y a eu des manips faites de conductance de Hall sur un gaz d'électrons à 2 dimensions, donc ça c'est des manips type effet Hall quantique, mais en présence d'un réseau. Donc ici vous avez un substrat dans lequel on a percé des trous pour imposer un réseau sous-jacent
aux gaz électrons à 2 dimensions. Et là aussi, il y a eu des manifestations claires de cette structure du papillon d'Hofstadter. À chaque fois, l'idée, c'est d'aller vers des réseaux plus grands que des réseaux de pas 1 angstrom. Je vous ai dit, avec un pas de 1 angstrom, les valeurs de phi sur phi 0 qu'on est capable de réaliser sont trop faibles. Donc il faut aller vers des réseaux de pas plus grands. Donc c'était le cas ici, c'est le cas là. On impose une sorte de super réseau, si vous voulez. Et puis il y a des manips très récentes, très élégantes, je trouve, faites avec du graphène. Donc ça, c'était publié l'an dernier dans Nature, qui consiste à prendre du graphène. Donc un graphène, ça a un pas très, très faible, toujours de l'ordre de l'angstrom. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 2 feuilles de graphène et ils les ont légèrement tournées l'une par rapport à l'autre, de manière à faire une figure de moiré. Donc ça, c'est quelque chose de bien connu en optique. Vous prenez 2 réseaux de pas relativement petits et puis vous les superposez l'un sur l'autre et vous les décalez légèrement et vous obtenez un réseau de pas beaucoup plus grand. Donc c'est ce que représente cette figure-ci où on devine, en superposant 2 réseaux hexagonaux de petits pas, des structures beaucoup plus grandes là. Et avec ça, eh bien, là encore, on peut, via des mesures de conductance de Hall, avoir des manifestations directes de cette fractalisation du spectre de Hofstadter avec cette forme de papillon. Voilà, donc il y a des expériences de matière condensée qui ont consisté donc à faire des réseaux de grands pas pour se mettre dans le régime phi sur phi 0 de l'ordre de 1. Et j'en viens maintenant, donc la deuxième partie du cours, à ce problème maintenant. Comment est-ce qu'avec des atomes froids, on va pouvoir faire la même chose? Et par faire la même chose, j'entends obtenir un réseau dans lequel les coefficients tunnels acquièrent une phase non nulle, les coefficients tunnels deviennent non réels. Donc la première version de ça, ce paragraphe 3, là, ça va consister à prendre des réseaux modulés dans le temps. Donc on va prendre un réseau, d'abord 1D, mais ensuite 2D, et puis on va secouer ce réseau par toutes les manières possibles, tous les coups sont permis à ce stade. On va utiliser les différents paramètres de la modulation, donc l'amplitude, fréquence, phase, dimensionnalité. Je peux secouer 1D ou 2D. Et le but, la règle du jeu, c'est de se débrouiller pour qu'une fois que le réseau est secoué, qu'éventuellement je prenne une moyenne sur le temps convenable, eh bien, mon coefficient tunnel grand J, qui initialement était un nombre réel, devienne un nombre complexe, J est puissance iθ. Voilà, ça c'est la règle du jeu, et à partir de ça, on peut faire marcher son imagination autant qu'on veut. Alors, je vous fais quelques rappels sur ce qui se passe quand on fait un réseau modulé. Là encore, c'est un rappel qui vient du cours 2012-2013, mais vous n'êtes pas obligé d'aller regarder le cours. Si vous faites confiance sur ce que j'écris sur cette diapositive-là, tout va bien. Quand on prend un réseau modulé, si on se met à une dimension pour fixer les idées, donc je prends un réseau initialement V de x dans l'espace, et puis je suppose que je bouge ce réseau globalement, comme ça. Je ne change pas sa période spatiale, mais je me contente de déplacer la position des nœuds et des ventres avec une fonction du temps x0 de t que je suppose qu'on peut contrôler expérimentalement. Alors à ce moment-là, on peut partir de l'hamiltonien, donc p carré sur 2m plus ce v de x et de t, et il y a un moyen de simplifier le problème qui est de faire une translation unitaire. Translation unitaire générée par l'opérateur unitaire qui est écrit ici, c'est l'opérateur translation en fait dans l'espace réel. C'est donc l'exponentielle de l'opérateur impulsion p, et ça me translate simplement cet opérateur translation de la quantité x0 de t. Exponentielle i x0 de t p chapeau sur h bar. Vous pouvez vérifier que c'est l'opérateur qui translate mes fonctions d'onde d'une quantité x0. Et donc, comme il fait ça, eh bien, il fait passer de ce v de x moins x0 de t à simplement v de x. Évidemment, il y a un prix à payer à ça, c'est que je me ramène à un hamiltonien avec un potentiel v indépendant du temps, mais j'ai quand même une dépendance temporelle qui apparaît, et qui est toujours présente, et cette dépendance temporelle, elle intervient sous forme d'un potentiel vecteur, A de t, où A de t, c'est simplement m fois la vitesse à laquelle le réseau bouge, m fois x0 point de t. Voilà, donc on peut soit travailler avec cet hamiltonien-ci, soit travailler avec cet hamiltonien-là. Les deux sont équivalents par translation unitaire, et c'est là que vous pouvez aller voir le cours de l'an dernier si jamais vous voulez vérifier explicitement cette translation unitaire. Mais si vous me faites confiance pour ça, après, tout est bon. Alors, dans un modèle de liaison forte, à quoi ça correspond, ça? Eh bien, dire que je fais apparaître un potentiel vecteur A de t, donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on a vu que dans le modèle de liaison forte, un potentiel vecteur, quand il est présent, me change la phase de mes coefficients tunnels. C'est le message de la première moitié du cours. Donc là, ça ne change pas, ce message, c'est toujours vrai. Je mets un potentiel vecteur
mx0 de t, donc potentiel vecteur qui est le même tout le long de l'axe x, potentiel vecteur uniforme. Donc ça va me changer globalement dans le modèle de liaison forte. La phase du quotient tunnel, c'est indépendant de j, simplement je remplace le moins j que j'avais jusqu'à maintenant par moins j exponentielle de im à x0 point de t sur h bar, c'est-à-dire que je prends ce potentiel vecteur et je le divise par h bar et je le multiplie par petit a. Voilà. Bien, donc voilà l'hamiltonien avec lequel on va partir pour ce réseau secoué. Donc je l'ai réécrit ici, encore une fois avec cette phase, et je vais chercher donc la solution de l'équation de Schrödinger pour trouver comment est-ce que les particules se comportent quand elles sont dans un réseau et je secoue ce réseau comme ça. Je vais donc écrire le vecteur d'état de ma particule sous la forme générique d'une superposition de tous les états WJ avec des amplitudes de probabilité alpha j de t, et j'injecte ça dans l'équation de Schrödinger, IH bar psi point égale H psi, et donc j'obtiens une équation différentielle pour chacun des coefficients alpha j. Plus précisément, IH bar alpha j point, la dérivée par rapport au temps du coefficient alpha j, est reliée à l'amplitude d'être sur le site j-1, le site de gauche, et alpha j plus 1, le site de droite. Et ce qui couple alpha j plus 1 et alpha j-1, c'est bien évidemment le quotient tunnel moins j, et puis j'ai ce terme donc complexe qui est apparu ici, ce puissance plus i ma x0 point sur h bar pour alpha j-1, et puis son complexe conjugué pour alpha j plus 1. Voilà. Donc là, rien de bien sorcier, c'est juste reporter la forme de psi de t dans l'équation de Schrödinger. Et maintenant, on va faire une hypothèse. On va faire une hypothèse qui, c'est un problème à deux échelles de temps. J'ai une échelle de temps rapide. L'échelle de temps rapide, c'est ce qui correspond à la modulation du réseau. Donc ça va être les fréquences qui se cachent dans le x0 point de t. Et puis, j'ai une échelle de temps beaucoup plus longue, un mouvement beaucoup plus lent, qui est le mouvement caractérisé par le coefficient tunnel grand J. Si vous voulez, h bar sur J, ça me donne le temps moyen que met la particule pour sauter du site J au site J plus 1. Et je supposais que cette échelle de temps caractéristique, liée à l'effet tunnel, est beaucoup plus longue que l'échelle de temps liée à la modulation du réseau, les temps qui se cachent, ou les fréquences, si vous préférez, qui se cachent dans le x0 point de t. Alors si je fais ça, eh bien, je peux travailler un petit peu cavalièrement et prendre cette équation donc, qui a une dépendance explicite en temps via les x0 point de t et moyenner sur le temps ce coefficient-là et ce coefficient-là. C'est-à-dire que je récupère une équation différentielle pour mes alpha j avec des coefficients qui deviennent cette fois-ci indépendants du temps, ce que j'ai noté j bar ici et j bar étoile là, le étoile voulant dire le complexe conjugué, où j bar, c'est simplement grand J, le grand J qui est en facteur ici, fois la moyenne sur une période du mouvement rapide, le mouvement avec lequel le réseau gigote, et puissance im à x0 point de t sur h bar. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par cette approximation qui consiste simplement à moyenner le coefficient dans le temps de mon équation de Schrödinger, il y a moyen de faire des choses plus sophistiquées, c'est d'utiliser le point de vue de Floquet, qui consiste donc à écrire l'opérateur d'évolution sur une période entière du mouvement rapide, et puis à chercher les états propres de cet opérateur d'évolution, les états de Floquet, et via ça, et donc avec un développement en puissance de ce rapport entre le temps court et l'échelle de temps courte et l'échelle de temps longue, eh bien on peut justifier cette moyenne temporelle. Mais bon, un moyen de court-circuiter toute l'approche de Floquet, c'est de simplement prendre ça et dire j'ai le droit de moyenner ce mouvement rapide dans l'équation. Donc je me retrouve donc avec un coefficient J bar qui vaut ça, moyenne sur le temps de cette chose-ci. Qu'est-ce que je peux obtenir avec ça? Eh bien, la première chose qu'on peut obtenir, si on prend une modulation sinusoïdale, c'est une modification de l'amplitude de quotient tunnel. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on avait regardé l'an dernier. C'est une expérience qui a été faite par Ennio Arimondo à Pise en 2007. Si je prends MA sur H bar fois x0 point de t égale simplement xi0, un paramètre sans dimension qui me caractérise la force de ma modulation, fois une fonction sinusoïdale du temps, sinus oméga t plus phi, eh bien, quand je dois prendre la moyenne de ce sinus sur le temps, ça fait apparaître simplement la fonction de Bessel d'ordre 0, J0, c'est ce J0 calligraphié là, de mon paramètre sans dimension xi0. Donc ça me renormalise mon coefficient tunnel, ça ne lui donne pas une phase, donc je n'en suis pas encore là où je veux arriver, ça ne lui donne pas une phase, mais ça le renormalise, ça peut même lui changer son signe, et là vous avez le résultat de Pise, qui est trouvé à Pise, où vous avez la valeur absolue du coefficient tunnel en fonction du paramètre xi0,
où il retrouve bien la fonction de Bessel attendue. Incidemment, le même type de physique se produit quand on étudie la dynamique d'un spin ennemi d'un champ magnétique en oscillation rapide. Là encore, il y a deux échelles de temps, et on peut voir la réduction du facteur de Landé de ce spin ennemi du fait de l'oscillation rapide. Ça, c'est des expériences qui avaient été faites par Claude Cotanucci, Serge Haroche, dans les années, à la fin des années 60-70. Voilà, donc ça, c'est bien, mais ça ne répond pas au cahier des charges de savoir modifier la phase du quotient tunnel. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier la phase? Eh bien, un moyen de modifier la phase du quotient tunnel, c'est de prendre une modulation temporelle asymétrique. C'est-à-dire que si, au lieu de prendre simplement une sinusoïde, qui est donc symétrique en temps, je prends quelque chose qui n'est pas invariant par renversement du temps, par exemple un réseau qui va vite dans la direction positive et puis qui revient lentement à sa position de départ, puis va vite, puis revient lentement. Donc je prends une vitesse V1 élevée positive, puis une vitesse V2 basse, puis une vitesse V1 élevée, etc. Donc je prends V1 pendant la durée T1 et V2 pendant la durée T2, avec V1 T1 plus V2 T2 égale 0 pour que, en moyenne, je reste sur place. Et bien à ce moment-là, cette moyenne temporelle que je suis amené à prendre ici, c'est simplement x0 point. Ici, je vous rappelle, c'est la vitesse du réseau. Donc simplement T1 sur T fois puissance IMA V1 sur H bar, plus la même chose en T2. A priori, cette chose-là n'est non réelle. Et donc ça remplit bien ce que je cherche. Je peux, avec cette technique-là, obtenir des coefficients non réels, des coefficients tunnels non réels. Et effectivement, cette chose-là a été vue expérimentalement. C'est une expérience faite il n'y a pas longtemps, enfin il y a 1 an et demi à Hambourg, dans le groupe de Klaus Engstock, où ils ont fait une modulation temporelle asymétrique. Ce n'était pas exactement celle-là, mais c'était équivalent. Et ils ont trouvé effectivement ce qu'on attend dans ce cas-là, c'est-à-dire on attend une phase donc, qui est la même pour toutes les transitions JJ plus 1 du réseau. Donc, je vous l'ai dit, c'est l'équivalent d'un potentiel vecteur constant dans l'espace, le long de l'axe de mon réseau optique à une dimension. Et si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans le cas d'une particule libre, dire que je mets un potentiel vecteur constant sur une particule, c'est dire que je déplace le bas de sa relation de dispersion. Je pars d'une relation de dispersion qui est en p carré sur 2m, et un potentiel vecteur constant, ça me prend simplement p carré sur 2m, ça le remplace par p moins a au carré sur 2m, donc ça me déplace le centre d'une quantité grand A. Et bien là, dans le réseau, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que vous partez d'un potentiel vecteur nul quand vous ne mettez pas la modulation, et si vous faites une expérience de temps de vol, eh bien vous trouvez que vos particules sont essentiellement à l'impulsion p égale 0, avec des pics en plus et moins 2 h bar k. Et puis quand vous commencez à faire cette modulation asymétrique en temps, non invariante par renversement du temps, eh bien vous trouvez qu'effectivement, toujours par une manip de temps de vol où on fait une analyse en impulsion du nuage atomique dans le réseau, eh bien vous trouvez ce décalage du minimum de la courbe de dispersion qui correspond à ce potentiel vecteur constant. Donc, à une dimension, ce n'est pas encore ce qu'on veut faire, à une dimension, il n'y a pas encore de magnétisme, mais au moins on est en bon terrain, on sait faire un potentiel vecteur non nul, c'est-à-dire une phase non nulle des coefficients tunnels. Deuxième version pour changer la phase du coefficient tunnel avec une modulation, ça consiste à revenir à une modulation sinusoïdale. Donc, je reviens à une vitesse qui varie en sinus oméga t plus phi. Ça, on a vu qu'a priori, ça ne convenait pas si je me limitais à ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, puisque je trouvais la fonction de Bessel d'ordre 0, J0 de xi0, mais phi n'intervenait pas. Mais il y a moyen d'être un tout petit peu plus rusé et obtenir non pas la fonction de Bessel d'ordre 0, xi0, mais d'obtenir J1 de xi0, donc la fonction de Bessel d'ordre 1, fois e puissance iφ. Et l'idée pour ça, c'est de profiter d'une résonance. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour ça? Et puis, j'avais dit qu'on avait droit de laisser libre cours à son imagination. Donc, les gens ne s'en sont pas privés, et donc il y a plein de méthodes comme ça, et donc c'est celle-là que je vais vous décrire. Profiter d'une résonance, en l'occurrence, ça consiste à superposer d'abord au réseau une force uniforme grand F. Alors, ça veut dire que mon réseau, au lieu d'avoir tous ces sites équivalents, si je mets une force uniforme grand F, donc si je superpose un potentiel en moins Fx, eh bien, ça correspond à décaler mon réseau comme ça. Donc, le site J qui est ici est décalé par rapport au site J plus 1 ou au site J moins 1. Il est décalé d'une quantité que je peux appeler H bar grand oméga 0, donc où grand oméga 0 est proportionnel à la force F que j'ai appliquée. Donc voilà, je décale, première étape, je décale en énergie deux sites adjacents d'une quantité H bar oméga 0. Deuxième étape, pour générer ce coefficient tunnel, vous allez voir comment ça apparaît, eh bien je vais faire gigoter mon réseau, je vais le faire vibrer, et je vais le faire vibrer à une fréquence grand oméga qui est d'ordre oméga 0. En pratique, je vais prendre grand oméga égale oméga 0. Donc je vais avoir une résonance entre la fréquence oméga 0 statique qui correspond au décalage
liée à la force grand F, et puis la modulation sinusoïdale que je vais appliquer, qui sera donc en sinus oméga t plus phi de mon réseau. Comme ça. Alors comment est-ce que les choses se passent? Eh bien, les maths sont très voisines de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Hein. Je reprends mon vecteur d'étape psi de t, je le redécompose sur la base WJ. J'ai toujours mes amplitudes de probabilité alpha j de t. Simplement, là, j'ai réintégré dans le coefficient en phase de WJ l'énergie du psi de j. Je vous dis, les psi de j sont tous décalés les uns par rapport aux autres d'une quantité oméga 0 entre deux sites adjacents. Donc, le psi de j a comme énergie moins j fois h bar oméga 0. Donc, je réintègre ça dans la phase que je mets devant mon WJ. Si je n'avais pas d'effet tunnel, les alpha j seraient constants, du coup, puisque la puissance moins IET sur h bar habituelle de la mécanique quantique est déjà pris en compte via ce coefficient-là, qui est l'oméga 0 qui est lié à la force. Donc maintenant, quand je prends en compte l'effet tunnel, donc les alpha j évoluent, et ils évoluent toujours sous la forme de la même équation. Hein, alpha j point est couplé à alpha j plus 1 et alpha j moins 1. Ici, j'ai le même coefficient qu'avant, simplement j'ai le moins oméga 0t qui est apparu, lié au fait que l'énergie du site j plus 1 et l'énergie du site j n'est pas la même, diffère d'oméga 0, donc c'est le moins oméga 0t qui est là. De la même façon, je retrouve aussi ici. Et donc, si je réapplique ma technique un peu brutale de prendre la moyenne sur le temps de mes coefficients, ici, ces coefficients qui varient vite, donc j'ai cette expression-là pour la vitesse de mon réseau, réexprimée toujours à l'aide du coefficient sans dimension xi0 fois sinus oméga t plus phi, et donc je dois moyenner sur le temps cette chose qui est écrite ici, ou cette chose qui est écrite là, elles sont complexes conjuguées l'une de l'autre, et puissance i, xi0 sinus oméga t plus phi d'une part, et puis puissance moins i oméga 0t d'autre part. Et je me mets à résonance, c'est-à-dire que le oméga 0 qui est là, je vais le prendre égal à ce grand oméga qui est là. Donc le décalage en fréquence, j'insiste bien, est égal à la modulation, la période de la modulation, la fréquence de la modulation appliquée. Alors comment est-ce qu'on calcule ce type de valeur moyenne là? Eh bien ici j'ai l'exponentielle d'un sinus, oméga t, donc le mieux c'est de le décomposer en harmonique, ce sinus. La décomposition en harmonique me fait intervenir des fonctions de Bessel. Hein. L'exponence i fois sinus oméga t, je peux l'écrire comme une somme de puissance i n oméga t plus phi avec des poids qui sont les fonctions de Bessel jn de l'argument xi0, ce qui est devant le sinus ici. Et puis j'ai toujours les puissances moins i oméga 0t, qui est donc là, c'est l'évolution libre liée à la présence de la force. Et maintenant, je dois moyenner ça sur le temps. Alors, avant, je n'avais pas les puissances moins i oméga 0t, hein, quand je vous parle des expériences de Harimondo, par exemple, des expériences de Pise. Donc là, c'était J0 qui contribuait. Si je devais moyenner ça sur le temps, je vais prendre n égale 0 ici. Maintenant que je mets le puissance moins i oméga 0t ici, c'est le coefficient n égale 1 qui va contribuer. C'est le n égale 1 ici qui va faire en sorte que j'ai une moyenne temporelle non nulle grâce à l'annulation du oméga avec l'oméga 0. Donc du coup, si je prends n égale 1, vous voyez que la phase phi va rester, et c'est gagné. C'est exactement ça qu'il s'agit de faire. Du coup, si je prends cette moyenne sur le temps, je me retrouve avec un J bar qui vaut grand J, le coefficient de tunnel de départ, fois ma fonction de Bessel, J1 de xi0 qui sort d'ici, fois le puissance i phi. Donc là, c'est remarquable, puisque je suis finalement capable d'imprimer sur mon coefficient tunnel la phase phi de la modulation sinusoïdale que j'ai appliquée. Voilà, donc c'est un moyen, comme un autre, de contrôler cette phase phi. Alors, quand on passe à 2 dimensions, comment est-ce que les choses s'arrangent? Donc, je vous ai présenté deux stratégies, hein, soit cette modulation asymétrique, soit cette modulation résonante. La modulation asymétrique marche assez bien, mais pas très bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La modulation asymétrique, elle n'est pas applicable si vous avez deux côtés d'une cellule 2 à 2 parallèles. C'est-à-dire que si vous prenez un carré, par exemple, ça ne va pas marcher. Parce que quand vous allez moduler votre réseau comme ça, la phase que vous allez accumuler sur ce côté-ci et la phase sur ce côté-là vont s'annuler quand vous allez calculer la somme des phases totales sur la cellule. Donc si vous prenez un carré, ça ne marche pas. Si vous prenez un hexagone, ça ne marche pas non plus. Les phases s'annulent 2 à 2 et vous n'avez rien qui reste. En revanche, si vous prenez un triangle, là, il n'y a pas de côté parallèle, et ça marche bien. Donc si on prend un triangle, on arrive effectivement à générer un flux non nul sur chaque cellule du réseau. Mais il y a encore une chose à signaler, c'est que malgré tout, ce n'est pas parfait, au sens où je ne simule pas comme ça un champ magnétique uniforme. Quand on fait vraiment le calcul, on trouve que je simule ici un flux positif, et ici un flux négatif, un flux positif, négatif. C'est-à-dire que les triangles qui sont pointe en haut simulent un champ magnétique positif, et les triangles pointe en bas
un champ magnétique négatif. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un staggered magnetic field, un champ magnétique alterné, et non pas un champ magnétique uniforme avec ça. C'est intéressant, hein, c'est un problème en soi non évident et qui peut donner lieu à de la physique nouvelle. Néanmoins, ce n'est pas ce que Hofstadter a considéré dans son problème initial, qui lui considère un flux qui avait le même signe sur toutes les plaquettes. Alors la modulation résonante, elle, eh bien, elle peut être adaptée à un réseau carré pour produire un flux uniforme. Il y a certaines subtilités que j'ai détaillées dans les notes. Les calculs deviennent assez rapidement un petit peu lourds, donc je ne vais pas les faire sur les diapositives ici. Mais une fois qu'on a compris l'idée, bon, après, il faut prendre son courage à deux mains, relever ses manches et puis essayer d'adapter ce qu'on cherche à ce qu'on veut obtenir, enfin, les moyens qu'on a à ce qu'on veut obtenir. Disons que l'esprit est de toute façon le même, c'est faire un décalage entre deux sites, moduler et puis compter sur cette modulation pour que sa phase s'imprime sur les coefficients tunnels. Donc ça a été mis en œuvre l'an dernier, à la fois à Munich, Emmanuel Bloch nous en a parlé, et au MIT dans le groupe de Vovland-Ketterle. Je vous donne ici, pour terminer ce paragraphe, le résultat de Munich. Emmanuel Bloch l'a déjà présenté dans son séminaire, donc je peux aller très vite. Ce qu'ont fait les gens de Munich, c'est donc partir d'un réseau carré à deux dimensions. Via la présence d'un super réseau, ils ont en fait isolé des plaquettes 2 par 2, donc des plaquettes à 4 sites dans ce réseau. Ils ont préparé les atomes préférentiellement, disons, à gauche de chaque plaquette, comme ci, sur les sites AD par rapport au site BC. Et ensuite, donc, ils ont laissé le système évoluer. Et via toujours des expériences de temps de vol, ils ont pu remonter au mouvement qu'avaient les atomes à l'intérieur de chaque plaquette. Et en faisant ça, eh bien, ils ont vu que le mouvement de chaque atome dans chaque plaquette, des atomes dans chaque plaquette, était un mouvement chiral, qui était finalement la version discrétisée du mouvement cyclotron, de la rotation du mouvement cyclotron. Et l'accord entre théorie et expérience était bon, puisque vous avez la courbe continue ici, je crois que c'était la courbe théorique qu'ils attendaient compte tenu de leur condition initiale, et les points sont les points expérimentaux. Donc, au moins au niveau de ces plaquettes 2 par 2 sites, on peut dire que l'idée de faire un champ magnétique artificiel a bien été remplie sur ce réseau à 2 dimensions. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec ces réseaux modulés en temps. Et dans la toute dernière partie du cours, donc, j'aimerais aborder une autre méthode qui marche bien, enfin qui devrait bien marcher, elle n'a pas encore été mise en œuvre, mais qui devrait bien marcher pour simuler ces champs magnétiques, qui est d'utiliser plusieurs états internes. Et c'est là que va intervenir la notion d'effet tunnel assisté par laser. Alors, utiliser plusieurs états internes, c'est donc se donner un atome avec différents états. Je vais me limiter à un atome à 2 niveaux pour simplifier, et je vais appeler ces deux niveaux, niveau interne G pour ground state et E pour excited state. Et je suppose donc que ces 2 niveaux sont séparés par l'énergie H bar oméga 0. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si vous voulez travailler avec des atomes alcalins, ces 2 états internes qu'il faudra prendre, ce sera plutôt 2 sous-niveaux de l'état fondamental qui seront couplés par une transition Raman plutôt que par une transition directe à un photon. Mais ce que je vais vous dire à ce stade s'appliquera tel quel. Il faut juste refaire le dictionnaire pour passer un photon, 2 photons, etc. Mais la physique sera la même et l'algèbre également. Donc, prenons notre atome à 2 états internes et commençons par une géométrie relativement simple, qui est une géométrie de réseau à 1 dimension. Donc, je suppose que j'ai un réseau à 1 dimension pour l'état fondamental G, avec un pas que je vais noter petit b. J'ai un réseau à 1 dimension pour l'état excité petit e, avec le même pas petit b, et je mets les 2 réseaux face à face, je les sépare par une distance petit a. Donc, si vous voulez, je suis en train de faire une sorte d'échelle, et les 2 réseaux optiques à 1 dimension sont les 2 montants de l'échelle, le montant gauche et le montant droit. Puis après, je vais mettre des barreaux sur l'échelle, mais pour le moment, j'ai les montants de l'échelle. Voilà, donc voilà mon point de départ. Donc, a priori, en l'absence de tout laser, ce que j'ai, c'est que j'ai un effet tunnel le long de cette ligne verticale ici, caractérisé par un coefficient J, et j'ai également un effet tunnel caractérisé par un coefficient J le long de cet axe-là. Maintenant, j'envoie un laser sur mon système, voilà, que j'envoie dans la direction du réseau, comme ceci. Donc ce laser a une certaine phase, c'est une onde plane progressive, donc une phase de puissance IKY, et ce laser va m'induire des transitions entre les états G et les états E.
Donc un atome qui est ici, dans l'état G, va pouvoir absorber un photon laser et passer dans cette limite de liaison forte sur ce site-là, ici, et cette transition va se faire, va s'accompagner, vous allez le voir dans un instant, par l'absorption d'un faisceau laser. Donc la phase du laser à cet endroit-là va s'imprimer sur la phase atomique qui est là. Et c'est exactement ça l'idée, c'est que cette impression de phase du laser sur la fonction atomique va jouer le rôle d'un coefficient tunnel avec une phase non nulle, un coefficient tunnel complexe. Donc le couplage avec laser permet à l'atome de sauter d'un montant de l'échelle à l'autre, donc ça crée les barreaux si vous voulez. Je suppose que le site qui est là, le site de la ligne L ici, est suffisamment loin de ce site-là pour que ce couplage, le saut de là à là soit négligeable. Les ordres de grandeur marchent bien en pratique, donc je peux me limiter aux sauts horizontaux ici. Je ne vais pas prendre en compte les sauts sur cette diagonale-là ou celle-là. Ils auraient une amplitude de probabilité beaucoup plus faible. Donc si maintenant j'écris l'élément de matrice tunnel le long de cette ligne J ici, eh bien qu'est-ce que je trouve quand on développe? Eh bien, on voit apparaître la fréquence de Rabi associée au laser, donc kappa, on voit apparaître l'élément de matrice H bar kappa sur 2. J'ai la phase du laser sur la ligne J qui apparaît naturellement, puisque comme toujours, la fréquence de Rabi a une phase qui est liée à la phase du laser, donc je vois apparaître cette phase, comme je l'avais vu apparaître quand on avait étudié le problème de l'atome en mouvement dans l'espace libre. Donc la phase du laser sur la ligne J, c'est e puissance ij fois la k, le vecteur d'onde du laser, fois y, qui est donc jb, pardon, ik fois jb. Et puis, j'ai une sorte de facteur de Franck-Condon, diraient les physiciens molécularistes, c'est-à-dire j'ai le recouvrement entre l'état spatial initial que j'ai ici, pour l'état G, et puis l'état final que j'ai là pour l'état E. Donc, j'ai une intégrale qui fait intervenir la fonction de Wannier W0 de xy pour l'état de départ ici, et puis W0 translaté de la quantité petit a, le long de l'axe x, x moins a fois y. J'ai fait ici un dessin, si vous voulez. Donc, la fonction de Wannier W0 de xy, elle est là. La fonction de Wannier W de x moins a, y, elle est ici. Et ce qui compte, c'est que ce recouvrement entre les deux dans cette zone-là, c'est ça qui permet d'avoir un quotient tunnel non nul. Si jamais je séparais trop mes deux montants de l'échelle, à ce moment-là, je n'aurais plus de passage par effet tunnel de l'un à l'autre, simplement parce que je n'aurais pas de recouvrement entre les deux. Il faut quand même que les deux barreaux de l'échelle se recouvrent bien. Enfin, les deux montants de l'échelle se recouvrent bien, pardon. Voilà, donc une fois qu'on a ça, eh bien, vous allez voir, on a ce qu'on veut, puisque cette phase-là va jouer le rôle de ce coefficient tunnel complexe, et ça va être gagné. Alors, regardons ça un tout petit peu en détail. Donc, je vais dessiner ici 3 barreaux de mon échelle. Le barreau J avec sa phase tunnel et puissance IJKB, enfin, effet tunnel assisté par laser. Ici, j'ai J plus 1, ici J plus 2. Et donc, la phase que j'accumule sur une boucle fermée, c'est quoi? Eh bien, si je pars de l'état G ici, je monte là, je reste dans G, donc j'ai une phase nulle, 0. Là, je passe de G à E, donc j'accumule la phase J plus 1 fois KB, effet tunnel assisté par laser. Je suis dans l'état excité, je redescends, j'ai de nouveau une phase nulle, et je termine ma boucle en passant de l'état excité à l'état fondamental. Donc là, en quelque sorte, je restitue la phase au laser, donc j'ai moins JKB qui apparaît, et la différence de tout ça me donne K fois B. Est-ce que ça remplit bien le cahier des charges de pouvoir explorer complètement le papillon d'Hofstadter, c'est-à-dire est-ce que c'est d'ordre 1 ou d'ordre 2π? Eh bien oui, puisque K, c'est le vecteur d'onde du laser, donc c'est typiquement 2π sur lambda, où lambda est une longueur d'onde optique, alors que B, c'est la période de mon réseau optique le long de cette direction-là, et c'est également de l'ordre de la longueur d'onde lumineuse, lambda, donc le produit des deux est bien d'ordre 2π, donc je vais pouvoir comme ça explorer le papillon, et pour explorer le papillon, ce qu'il faudra, c'est donc faire varier θ, donc faire varier K. Et ça peut se faire en faisant varier l'angle du faisceau que fait le faisceau laser avec la direction de mon réseau. Voilà, donc avec ça, j'ai un moyen d'imprimer effectivement une phase par cellule θ qui est non nulle et qui est bien significative. Alors ça, est-ce que ça s'étend bien à 2 dimensions? Alors la réponse est oui, presque. Presque si on ne travaille pas soigneusement, et oui, complètement si on travaille soigneusement. Alors, si on ne travaille pas soigneusement, on fait ce que j'ai représenté ici. C'est-à-dire que si on ne travaille pas soigneusement, on se contente de mettre des lignes rouges et des lignes vertes alternées comme ceci. On envoie un faisceau laser qui va donc induire l'effet tunnel le long des directions horizontales. Le long des directions verticales, je vous ai dit, l'effet tunnel est normal, c'est l'effet tunnel habituel dans un réseau. Et si je fais ça, eh bien, ce qu'on a vu à la diapositive précédente, c'est que là, on va générer des phases phi, ici.
Mais on peut facilement se convaincre que dans cette géométrie-là, la phase que je vais générer sur cette colonne-là sera moins phi. Et la raison pour laquelle c'est moins phi, c'est que simplement, si je prends ce lien-là, par exemple, quand je passe de gauche à droite, ici, je vous ai dit, je gagne la phase du laser. Donc je passe de G à E sur ce segment-ci, je vais de gauche à droite, et je gagne la phase du laser qui est J fois KB. Si maintenant je considère cette cellule-là, je continue à aller de gauche à droite, mais là maintenant je passe de E à G. Donc je fais l'inverse de ce que je faisais ici où je passais de G à E, là maintenant je passe de E à G. Donc là où je gagnais la phase JKB, là je perds la phase JKB. Donc du coup, quand je vais calculer ma circulation sur une phase en tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les idées, eh bien si là j'avais phi, là j'aurais moins phi, et là je retrouverai phi, puis moins phi. Donc si on travaille comme ceci, on génère, un petit peu comme la manip de Hambourg avec le réseau triangulaire, un réseau de champs magnétiques alternés, où j'ai des champs magnétiques qui prennent successivement les valeurs plus B, moins B. Encore une fois, c'est intéressant en tant que tel, mais ce n'est pas ça qui conduit au papillon de Hofstadter. Donc, pour ça, il faut rectifier le champ magnétique. Donc, il y a des schémas un petit peu plus compliqués. Je regarde l'heure, oui, ça va, j'ai le temps. Il faut rectifier le champ magnétique. Il faut trouver des schémas un petit peu plus compliqués que simplement celui avec un faisceau laser comme ceci pour générer la même phase phi sur toutes les cellules. Et il y a eu pas mal de propositions, enfin plusieurs propositions qui ont été faites. Les premiers à en avoir fait, ce sont Jacques et Zoller en 2003. On a une proposition que je vais vous décrire dans un instant avec Fabrice Gerbier, qui est en train d'être implémentée dans des laboratoires ici, sous la direction de Fabrice Gerbier et Jérôme Beugnon. C'est celle-là que je vais vous décrire maintenant. On a bon espoir que ça va marcher, mais bon, la manip n'a pas encore tourné, donc ça reste à vérifier. Alors c'est quoi cette méthode de rectification? Comment est-ce que je peux arriver, via cet effet tunnel par laser, à faire la même phase phi sur chacune des cellules? Ne pas avoir ce phi moins phi, phi moins phi. Eh bien, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, c'est appliquer au système, en plus des réseaux optiques que j'ai déjà dessinés, un super réseau, c'est-à-dire prendre un super réseau qui va moduler spatialement l'énergie de l'état E en créant deux types de sites. Il y a des sites que je vais représenter en vert, mais par un rond plein, qui seront des sites où l'énergie de l'état E sera légèrement décalée par rapport à ce que ce serait pour un atome nu, par exemple. Et puis des sites que je vais représenter par un anneau, comme ça, donc toujours vert, où l'énergie de l'état E est légèrement inférieure à ce que ce serait pour un atome nu. Donc c'est un super réseau, donc un réseau de période double, et j'ai donc l'énergie de l'état E qui est modulée dans l'espace, plein, vide, comme ça. Donc vous avez ici une ligne, une colonne de sites où l'énergie est légèrement supérieure à la valeur de l'espace libre, et puis là, une ligne où c'est légèrement inférieur, une ligne où c'est légèrement supérieur, etc. Même chose pour l'état G, des ronds pleins et des anneaux. Donc ici, une valeur avec des ronds pleins, des anneaux, des ronds pleins. Donc du coup, si j'ai deux énergies possibles pour l'état excité et puis deux énergies possibles pour l'état fondamental, la raie de résonance, elle est clivée en quatre composantes. Je peux faire la transition plein-plein, plein-vide, vide-plein, vide-vide, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai quatre composantes, quatre fréquences à appliquer si je veux coupler les deux états possibles, les deux valeurs possibles de l'énergie de l'état interne G aux deux valeurs possibles de l'état excité ici. Alors, pour commencer, je vais envoyer un faisceau laser, ici, depuis le bas, avec seulement deux des quatre valeurs possibles. Donc j'envoie ici un faisceau laser, enfin plutôt deux faisceaux laser, deux fréquences, de telle sorte que j'induis les transitions plein-plein ici, et puis vide-vide ici. Donc à ce moment-là, eh bien, comme on l'a vu, je vais générer une phase phi le long de chacune de ces plaquettes-là, phi le long de chacune de ces plaquettes-là, puisqu'à chaque fois, je vais de gauche à droite en passant de fondamental à excité. Donc là, tout se passe bien. J'ai la même phase phi ici que là, que là. En revanche, comme je n'ai pas mis les bonnes fréquences dans ce faisceau laser-là, je n'induis pas du tout de transition d'effet tunnel assisté par laser entre ce de plein vers vide ici ou de vide vers plein là. Là, pour le moment, j'ai bloqué, j'ai si vous voulez, des échelles indépendantes les unes des autres. Et maintenant, comment est-ce que je vais me débrouiller pour avoir une phase plus phi dans ces carrés-là? Vous avez peut-être deviné. Ce qu'il faut, c'est envoyer un deuxième faisceau laser, mais l'envoyer dans l'autre direction, de telle sorte que là où j'avais des puissances plus IKY tout à l'heure, je vais avoir des puissances moins IKY maintenant. Et donc là où j'avais des moins phi qui apparaissaient quand c'était ce laser-ci qui induisait la transition, eh bien quand le laser vient dans l'autre direction, maintenant je récupère le plus phi, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Donc, avec ça, eh bien, en principe, si on arrive à tout bien maîtriser, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut appliquer un super réseau, il faut mettre 2 fréquences laser ici, 2 fréquences laser là. Et si on arrive à tout bien maîtriser, on fait comme ça un réseau de flux constant. Alors, question maintenant, puisque je vous ai présenté finalement dans les parties 3 et la partie 4 2 stratégies possibles, soit secouer le réseau sans tirer parti des états internes, soit ici, cette méthode pour tirer parti des états internes avec cet effet tunnel assisté par laser. Question, est-ce qu'on peut comparer les promesses des 2 méthodes? Alors c'est toujours difficile de faire de la prospective. Ce que je pense, c'est que, a priori, il y a un petit peu plus de contraintes à remplir sur les réseaux secoués. Et donc, les réseaux secoués, qui ne tirent pas parti des états internes, vont peut-être être plus difficiles à pousser à long terme si on veut aller vers des effets un peu subtils de type effet Hall quantique. Et je m'explique pourquoi je dis ça. Les écueils à éviter quand on fait la simulation de ce magnétisme sur réseau, le premier écueil, c'est la transition vers les bandes supérieures. Dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et pratiquement tout ce que les gens ont publié jusqu'à maintenant, on se limite dans un modèle à une bande, cette bande qui avait cette largeur 8J, et puis c'est cette bande qui se fragmente pour donner des sous-bandes, 3 sous-bandes dans le cas du flux un tiers. Je néglige complètement les transitions vers les autres bandes. Les bandes et si jamais je commence à avoir des transitions vers les autres bandes, là, la situation devient beaucoup plus compliquée. La substitution de Peierls devient également beaucoup plus problématique, donc il faut se méfier. Donc ça, c'est le premier écueil, et ça, je dirais, ce sera toujours un écueil à éviter, quelle que soit la stratégie qu'on utilise sur un réseau. Et puis, par ailleurs, quand je secoue mon réseau, bien, il peut y avoir du chauffage lié aux vibrations. Je veux dire, c'est jamais indolore de commencer à agiter un système. Il peut y avoir des problèmes liés à ça. Donc, essayons de mettre des chiffres là-dessus. Je prends par exemple le cas d'un réseau tilté plus secoué, je vous ai dit ça marche bien à 2D, c'est ce qui a été implémenté à Munich et au MIT. Donc si je veux éviter les transitions interbandes, donc ici j'ai fait un petit dessin, j'ai représenté mon réseau optique, j'ai représenté la bande fondamentale avec laquelle on a travaillé aujourd'hui, donc c'est la fonction de Wannier qui est ici, ou la fonction de Wannier qui est là pour ce site-là, etc. Et puis dire que j'ai d'autres bandes, c'est dire que sur ce même site, j'ai une autre fonction de Wannier là, une autre fonction de Wannier pour ce site-là, etc. Et j'appelle grand delta l'écart en énergie entre la bande fondamentale avec laquelle je travaillais et puis la bande supérieure. Donc si je veux éviter les transitions interbandes, quand je tilte mon réseau comme ça, eh bien, il faut que le décalage h bar oméga 0 entre 2 sites adjacents soit petit devant delta. Si je prends oméga 0 de l'ordre de delta, là évidemment, mon atome dans la bande fondamentale pourra sauter vers la première bande excitée, puis après, je pourrai avoir une sorte de mouvement catastrophique. C'est l'équivalent des transitions landau-Zener pour les oscillations de blocs. C'est pas bon. Donc il faut que je prenne grand oméga 0 petit devant delta. Par ailleurs, si je veux éviter le chauffage dû aux vibrations, eh bien, il faut que j'ai une très bonne séparation de mes échelles de temps. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 2 échelles de temps dans le problème, une échelle de temps rapide qui était la fréquence à laquelle je secouais le réseau, grand oméga, et puis j'avais une échelle de temps lente qui était l'effet tunnel, grand J. Eh bien, si je veux être capable de bien séparer ces échelles de temps, de bien identifier des variables rapides et des variables lentes, il faut que grand J, mon effet tunnel, soit très petit devant oméga. Et l'effet tunnel que j'obtiens après renormalisation, avec sa phase, J bar, il est au plus d'ordre J. Donc, si je me souviens par ailleurs que grand oméga, la fréquence de modulation, doit être prise égale à oméga 0, l'écart entre les deux sites ici, eh bien, je me retrouve avec une double inégalité pour mon coefficient tunnel. J bar doit être très petit devant grand oméga, qui doit être lui-même très petit devant delta. Et ça, quand on met des chiffres, si je dis que je veux un facteur 10 à chaque fois par sécurité, eh bien, ça conduit à des coefficients tunnels extrêmement petits, parce que le delta que je prends ici ne peut pas être arbitrairement grand. Je veux quand même avoir de l'effet tunnel. Donc il ne s'agit pas de prendre des réseaux qui ont des profondeurs colossales. Je veux maintenir un effet tunnel raisonnable entre les différents sites. Donc mon delta qui est ici est limité à quelques énergies de recul, peut-être une dizaine. Et du coup, si je mets un facteur 10 à chaque fois ici, eh bien, le J bar que j'obtiens ici est très très faible. Alors quand il s'agit de faire une manip à un atome, ça marche bien. S'il s'agit d'aller vers des états fortement corrélés et de regarder des protections par des gaps liés à des états de Hall quantique fractionnaire, par exemple, là, ce sera beaucoup plus difficile à implémenter. Si je passe maintenant à l'autre stratégie, qui est l'effet tunnel entre états internes différents, eh bien là, je dirais que je n'ai qu'une seule inégalité à satisfaire. Je n'ai pas cette séparation d'échelles de temps rapide et lente. Là, le laser est résonnant avec les atomes, donc imprime naturellement sa phase.
En revanche, je dois toujours éviter la transition vers les bandes supérieures. Ça reste toujours vrai, c'est toujours le danger principal à éviter. Mais je me retrouve avec une seule inégalité, simplement que la fréquence de Rabi du laser kappa, qui est d'ordre J bar, le coefficient tunnel renormalisé que je produis, eh bien ça doit être petit devant delta. Et gagner un facteur 10 là-dedans, ça peut être quelque chose de décisif. Donc ça me semble, moi, plus favorable d'avoir les états internes différents que le réseau tilté secoué si on veut se projeter à long terme. Néanmoins, il est clair que dès qu'on commence à mettre plusieurs états internes dans le problème, on ouvre une autre boîte de Pandore, qui est la boîte de Pandore des collisions inélastiques. Là, dans le cas du réseau tilté et secoué, les atomes sont dans l'état fondamental interne, donc il n'y a pas trop à se soucier des collisions inélastiques, hormis peut-être des collisions à 3 corps. Là, en revanche, si on commence à peupler des états excités, on peut avoir des collisions excitées-excitées ou excitées fondamentales qui, elles aussi, libèrent de l'énergie. Mais ça, à ce moment-là, ça va dépendre beaucoup de l'espèce atomique qu'on va considérer, ça va dépendre des taux d'occupation de chacun des sites du réseau. C'est assez difficile de conclure comme ça en général. Il faut regarder au cas par cas si ces collisions élastiques peuvent être un problème significatif ou pas. Voilà, donc je termine par un bilan de tout ce qu'on a fait dans ces derniers cours, dans ces 3 ou 4 derniers cours, où on a étudié donc, toutes les méthodes pour simuler ce magnétisme orbital avec des atomes. On a pu classer finalement les différentes méthodes selon plusieurs critères. Un premier critère, c'est est-ce qu'on utilise ou non les états internes. Deuxième critère, c'est est-ce qu'on prend des Hamiltoniens indépendants du temps ou dépendants du temps. Et vous avez dans les différentes cases de ce tableau, finalement, l'ensemble des choses qu'on a vues ensemble pendant ces 3 cours, ou 3 ou 4 derniers cours. La situation la plus simple est probablement celle des Hamiltoniens indépendants du temps et où on n'utilise pas d'état interne. Et ça, eh bien, ce qui rentre dans cette case-là, c'est les rotations à moment cinétique conservées. C'est si je suis capable de mettre des atomes dans un piège qui a une très bonne symétrie cylindrique, et puis donc, mettre beaucoup de moments cinétiques via des techniques d'évaporation, et puis laisser les atomes trouver leur état fondamental par évaporation, refroidissement par évaporation, et bien là, à ce moment-là, je n'ai pas de dépendance en temps de l'hamiltonien, donc pas de risque de chauffage, a priori, pas d'utilisation d'un état interne, donc pas de collision qui pourrait être mauvaise. Donc ça, c'est, je dirais, a priori sur le papier, assez pur comme situation. Si j'utilise des états internes, mais si je me limite aux Hamiltoniens indépendants du temps, eh bien, on a les notions de phase de Berry qu'on a vues, il y a les réseaux de flux dont a parlé Nigel Cooper la semaine dernière dans son séminaire, on a l'effet tunnel assisté par laser qu'on a vu un instant, on a le couplage spin-orbite aussi, qu'on a vu la semaine dernière. Tout ça, ça rentre dans la case Hamiltonien indépendant du temps et utilisation d'état interne. Dans cette case-là, où les Hamiltoniens indépendants du temps et pulsation, donc une pulsation oméga, eh bien, on peut trouver 2 catégories. Ce qu'on a fait aujourd'hui avec nos réseaux secoués, c'était de se dire je secoue à une fréquence élevée, grand oméga, c'est une fréquence, donc oméga est une fréquence rapide dans le système, je moyenne sur grand oméga et je cherche avec ça à produire une certaine fréquence cyclotron oméga C, qui est la phase qui intervenait dans les coefficients tunnels, enfin, qui est reliée à la phase qui avait dans les coefficients tunnels. Donc là, on est dans le cas où grand oméga, la fréquence dépendante du temps, la pulsation de l'hamiltonien dépendant du temps est grande devant oméga C. Un autre cas qu'on a vu, c'est la rotation forcée avec un agitateur tournant. À ce moment-là, l'agitateur tournant bouge à une fréquence grand oméga qui est de l'ordre de la fréquence cyclotron qu'on veut faire. Et puis il y a une dernière case qu'on n'a pas regardée, mais dans laquelle il y a eu des propositions récentes, qui est le couplage spin-orbite. Alors, le couplage spin-orbite, il a forcément plusieurs états internes, puisque ce que j'appelle spin, ce sont des états internes, donc il a forcément plusieurs états internes. Et ce couplage spin-orbite, on peut le faire non seulement avec des Hamiltoniens dépendants du temps, mais également avec des Hamiltoniens qui dépendent du temps, et j'ai donné quelques références dans les notes là-dessus. Voilà, ça termine ce que je voulais vous dire sur le magnétisme à une particule. Et donc le cours de la semaine prochaine, qui sera donc le dernier de cette série, sera consacré à la prise en compte des interactions entre particules et voir quels sont les états qu'on peut obtenir, à la fois en champ moyen et puis quand on va au-delà de l'approximation du champ moyen. Merci beaucoup.